pense qu'il est quand même utile que je puisse me présenter. Je suis Lefebvre Victor. Franck Choctan m'a choisi comme directeur de campagne. Alors, je reviens de loin. Je reviens de très 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 loin. Donc j'étais à Paris, hein, je reviens de Paris. Et de Paris, on a fait Lyon, on a fait beaucoup de villes pour venir vous voir, pour venir vous rencontrer ce soir. Donc c'est dire que c'était très important, vraiment très important pour nous d'être là avec vous. Maintenant, je pense qu'il est important que vous sachiez pour quelle raison je me suis inscrit dans l'aventure qui est celle de la candidature de Franck Choctan. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'est présenté au sein d'un parti, qui a présenté ses ambitions. Il est venu nous voir, il nous a dit qu'il souhaitait notamment devenir candidat. Il n'était pas le seul, il y en avait d'autres qui avaient cette ambition de devenir candidat. Donc, nous avons organisé, au sein du parti, nous avons organisé une élection. Franck Choctan est arrivé largement en tête de cette élection, pour ne pas dire qu'il a fait l'unanimité. Pour quelle raison il a eu à obtenir cette unanimité? Je pense que la plupart des personnes se sont dit, cet homme le mérite. Il le mérite largement plus que la plupart des autres qui s'étaient présentés. Pas que les autres n'étaient pas méritants, non. Hein, dans le groupe, il y a vraiment pas mal de personnalités qui auraient pu se présenter. Mais Franck Choctan avait quelque chose de plus. Il avait quelque chose de particulier, c'est que on ne peut jamais enlever à un homme ce qu'il a eu à faire. On ne peut pas. Donc, on sait ce que Franck Choctan a fait en 2009, depuis 2009. On sait comment il s'est battu. On sait quelle a été sa cohérence, sa constance depuis toutes ces années. Et je pense que les gens se sont souvenus de ça. Ils se sont dit, si nous devons envoyer quelqu'un à la députation, c'est une personne dans la diaspora qui a prouvé. Pas une personne qui se lève du jour au lendemain et vient expliquer comme ça à nos compatriotes que bon, ils se sont trouvés une fibre pour défendre les intérêts de nos compatriotes. Donc, on s'est dit qu'il fallait une personne qui a ce profil et surtout une personne qui a un discours de sincérité, un langage de sincérité, une personne qui a donné de elle-même, qui a donné de sa jeunesse, qui a donné une partie de sa vie pour ses compatriotes. Et Franck Choctan remplissait toutes ces cases. Il remplissait toutes ces cases, d'autant plus que quand on a regardé dans le groupe, ben, il n'y en avait pas beaucoup qui connaissaient très bien les États-Unis. Il n'y en avait pas beaucoup. Franck Choctan, si. Il n'y en avait pas beaucoup qui connaissaient en même temps le Canada. Franck Choctan, si. Il a fait plusieurs tours au Canada. Il a rencontré des compatriotes au Canada. Et il s'est même battu au Canada. Il n'y en a pas beaucoup qui ont connu l'Europe, la France. Et Franck Choctan vit maintenant en France. Et d'ailleurs, vous le savez, Franck Choctan a même eu à vivre ici à Bordeaux parmi vous. Donc, franchement, c'est une personne qui remplissait énormément de cases. Donc, il connaît les Amériques, il connaît l'Europe, et effectivement, on devra tous aller à la découverte de l'Asie, à la découverte de l'Asie et du Pacifique. Tout ça pour vous dire que ça a été, dès cet instant-là, ça a été la réflexion de tout le monde. On s'est dit, allez, on se lance. On se lance, Franck, on te soutient, on y va. Et on a eu du mal au départ. Hein, on a eu du mal au départ. Hein, je vais trahir quelques petits secrets, Franck. Donc, pendant la période de pré-campagne, vous avez vu qu'on n'était pas très visible. On n'était vraiment pas très visible. Bon, on avait du mal. Hein, on avait un tout petit peu du mal. On était fatigués. Et puis, la pré-campagne est arrivée. On a commencé à rencontrer les compatriotes. Et la première rencontre que nous avons eu à faire, c'était à Paris. Et à Paris, on s'attendait à ce que plusieurs compatriotes viennent nous voir de manière naturelle. Non, à Paris, je pense qu'on a eu quoi? Que 2 ou 3 personnes qui sont venues. Hein, 2 ou 3 personnes qui sont venues à Paris pour la première causerie. Et là, on s'est dit, oula, comment ça se fait qu'il n'y ait que 2 ou 3 personnes qui viennent? Bon, après, on attendait une autre causerie à Nantes. Là encore, à peu près la même chose. Après, à Rennes,
3, 4, 5 personnes qui sont venues. On se dit, bon, c'est quand même curieux. On a l'impression que les compatriotes ne s'intéressent pas à cette campagne. C'est quand même bizarre. Mais de l'autre côté, on se rendait bien compte que plusieurs autres personnes organisaient des conférences, etc., qui fonctionnaient plutôt pas mal. C'était bien. Et puis on a commencé à se poser des questions. Naturellement, nous sommes, voilà, on veut convaincre nos compatriotes, et pour les convaincre, il faut les rencontrer. Et puis, on a persévéré, on est reparti. On est reparti à Paris une deuxième fois. On est reparti à Rennes une deuxième fois. On est reparti à Nantes une deuxième fois. Et là, les gens commençaient à venir. Ils commençaient à venir. Et puis on s'est dit, on ne va pas se prêter. On va repartir à Paris une troisième fois. Une à Nantes, une troisième fois. Et à Rennes, une troisième fois. On a fait Angers, on a fait tout. Et là, on s'est rendu compte que, effectivement, les compatriotes ont compris que Franck Joktan, il y avait de la sincérité, il voulait réellement discuter avec les gens. Et puis, il y a ce débat qui est arrivé. Il y a ce débat qui est arrivé que tout le monde a, je pense, ici a vu. Et je vous avoue que ce débat, bien évidemment, on rencontrait déjà beaucoup plus de gens, mais depuis ce débat a permis à ce que plusieurs personnes redécouvrent Franck Joktan. Ça a permis que la candidature de Franck Joktan prenne un écho un peu plus large. Et là, je vous assure que depuis ce débat, les choses se sont totalement inversées. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes à un point où ce sont les compatriotes qui nous appellent pour organiser les choses. Très concrètement, nous étions à Lyon il y a de cela 3 ou 4 jours, 3 jours, c'est ça? Nous étions à Lyon il y a 3 jours, ce sont les compatriotes qui nous ont appelés. Ils ont tout organisé de A à Z. Nous sommes venus, ça s'est super bien passé. La salle était comble, ça dépassait nos espérances. Il y a même des gens qui étaient debout. Bon, nous avons une particularité, c'est qu'on n'aime pas trop filmer. On n'aime pas trop filmer parce que, bon, on se dit qu'il y a des gens qui n'aiment pas être filmés. Donc, du coup, c'est pas trop notre truc. Donc, la salle était comble et en même temps, on a les compatriotes de Marseille aussi qui nous ont appelés. On s'est dit, mais ça va être compliqué. Mais ce que je ne vous dis pas, c'est qu'entre-temps, on organise de manière régulière des Zooms avec des compatriotes qui sont en Turquie, qui sont en Chine. On a même organisé deux Zooms avec des compatriotes qui sont en Corée. Alors, vous nous direz, mais en Corée, c'est bizarre, on ne vote pas en Corée. On ne vote pas. Ben oui, on a des compatriotes qui sont là-bas, qui sont inscrits sur des listes électorales, mais qui ne peuvent pas voter parce qu'il n'y a pas la possibilité de voter là-bas. Et pourtant, nous avons une ambassade sur place. Ils ne votent pas. Mais nous avons fait nous avons organisé 2 Zooms avec ces compatriotes. Parce que Franck Joktan estimait que ce sont des Gabonais et que ces Gabonais doivent être écoutés, même s'ils ne votent pas. Ce n'est pas que du bétail électoral, c'est des Gabonais. Et on doit les écouter. Et depuis cette conversation avec la Corée, on a compris une chose, et je pense qu'il en parlera lui-même. On a compris qu'il y avait de véritables problèmes administratifs. Et en dehors des problèmes administratifs, chers compatriotes en Corée, ça nous a bouleversés parce qu'on s'est rendu compte que si vous voulez louer une maison en Corée, voilà ce que traverse le compatriote. Pour louer une maison en Corée, on vous demande une garantie de 5 000 €. Vous avez à peu près 80 études, enfin 80 personnes en Corée, 80 à peu près. Il n'y a que 2 ou 3 boursiers. Et tous les autres ne sont pas boursiers. Tous les autres ne sont pas boursiers. Et on vous demande à peu près 5 000 € pour rentrer dans un appartement. Imaginez l'enfer. Je ne vous parle même pas du reste. Voilà les choses que nous avons eu à découvrir. Nous avons eu à découvrir justement en faisant ces zooms. Et puis, de manière progressive, comme je vous l'ai dit, on a avancé dans la campagne. Et alors que la plupart des gens disaient que bon, finalement on n'irait pas loin dans cette campagne, on se retrouve à un point où, très sincèrement, nous sentons une énergie positive. Nous sentons réellement qu'il y a une énergie positive qui est là. Et d'ailleurs, on m'a dit qu'à Bordeaux, Victor, quand tu vas venir à Bordeaux, on va te casser en deux. On te cassera en deux parce qu'à Bordeaux, c'est des PDGistes. Là-bas, c'est des PDGistes, c'est des UDPistes. Ils ne rigolent pas à Bordeaux, ça a toujours été un fief vraiment un fief du pouvoir. Je leur ai dit attention parce que, oui, vous comptez peut-être sur le passé,
Mais je suis désolé, nous sommes aujourd'hui en 2025. Nous sommes avec des réalités qui sont différentes de celles que nous avons connues. Nous sommes effectivement avec un coup d'État qui a eu lieu, avec un président qui a été élu à 94% effectivement, et on a vu qu'à Bordeaux, il a fait un très très beau score, on l'a vu, on est conscient de ça. Mais ce qu'on veut dire, c'est que, entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Entre-temps, on s'est rendu compte que cette dignité qu'on demande, cette dignité qu'on avait promise à la population gabonaise, cette promesse de dignité, elle commence un tout petit peu à faiblir dans l'opinion de nos compatriotes. Quand on casse, quand on brise les maisons de nos compatriotes, je sais qu'il y a forcément au moins une personne dans cette salle qui est concernée de près ou de loin. Ça change la donne. On ne casse pas la maison de quelqu'un comme ça. Même si vous l'avez indemnisé, vous ne cassez pas toute une vie, vous ne brisez pas toute une vie comme ça, même si elle a été indemnisée. Nous vivons en France. On ne vient pas du jour au lendemain avec des pelles, des tractopelles, on casse, non. Même si vous avez été indemnisé, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, oui, comme je le disais, il y a Line Banier qui est passé par là. Line Banier est passé par là. Donc, nos compatriotes commencent à se poser un certain nombre de questions. Est-ce que nous avons réellement fait le bon choix? Est-ce que nous avons réellement fait le bon choix? Donc, ceux qui disent que Bordeaux, c'est un bastion imprenable, je leur dis attention. Attention. Non, les Gabonais de France sont lucides. Ils ont dit oui, nous apprécions le président Oligui, il nous a libérés. C'est comme ça qu'ils disent. Il nous a libérés. Mais ils font la différence parce que quand la Constitution, on a voté la Constitution, ils ont dit non. La Constitution, on ne veut pas. Mais par contre, ce monsieur, on va le remercier, on lui fait ce petit cadeau. On lui donne la présidence. Mais la Constitution, on ne veut pas la Constitution. Et je suis convaincu que pour les législatives qui arrivent, ça va être pareil. La lucidité des Gabonais de la diaspora à prendre le dessus. Les Gabonais de la diaspora sauront tout ce que j'ai dit à propos de Franck Djoktan, ils sauront le parcours de Franck Djoktan. Parmi tous ceux qui se présentent, ils sauront qui a fait quoi dans cette diaspora. Franck Djoktan n'est pas seul. Il est avec Stéphanie Panodou. À tous deux, ça fait 50 ans, je dis bien cumulé, ça fait 50 ans d'expérience dans la diaspora. Elle est au Canada. 50 ans d'expérience dans la diaspora. Ce n'est pas des plaisantins. Ce sont des personnes qui connaissent. Ce sont des personnes qui se sont battues pour nous. Donc, il y a beaucoup d'eau qui a passé sous le pont. Et maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le pays. Je sais que certains, vous êtes au courant. Le FMI est là. Le FMI est là. Et oui, si le FMI est là, c'est parce que le Gabon s'est beaucoup endetté. Je vais vous donner un exemple simple pour qu'on puisse comprendre. En 14 ans, les 14 ans d'Ali Bongo, le Gabon est sorti de là avec une dette de 5 000 milliards de francs CFA. 5 000 milliards en 14 ans. 5 000 milliards. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. En 18 mois, le président Oligui et les gens de la transition ont réussi à produire 3 000 milliards en 18 mois. 3 000 milliards, 18 mois. Imaginez ce que ça donnerait en 14 ans. Et dans les 3 000 milliards, on nous a présenté des travaux. Et voilà ce que nous apprenons, c'est que Ebomaf, le Burkinabé Ebomaf, apparemment, ils ont fait venir 4 000 Burkinabés pour travailler. Voilà. C'est la raison pour laquelle il y a le chômage. Ceux qui ont fait économie dans la salle, ils savent très bien que quand on fait une politique de relance, il est là. Quand on fait une politique de relance, c'est-à-dire quand on injecte de l'argent dans l'économie de manière massive, ce qui se produit, c'est qu'il y a des travaux. Et ces travaux sont censés, justement, créer de l'emploi, sont censés créer une forme de croissance.
Mais c'est bizarre. Nos jeunes ne travaillent pas. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de dettes, mais nos jeunes ne travaillent pas. Mais c'est normal. Si on va chercher 4000 Burkinabés, c'est normal qu'on voit des travaux, mais les gens sont au chômage. Donc, chers compatriotes, ce sont des choses que nous aurons l'occasion de revoir parce qu'on vient effectivement pour les législatives, mais on aura l'occasion de discuter de ces choses parce que le FMI arrive. Souvenez-vous de moi, quand je vous disais le FMI arrive, parce que après les législatives, je pense que vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit le FMI arrive. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. L'histoire des bourses, ce n'est pas un hasard. Le FMI arrive. Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas la seule chose. Le FMI arrive. Nous allons comprendre la réalité de la gestion du Gabon. La réalité que nous avons décriée, cette réalité arrive. Bon, maintenant, avant de passer le micro à la personne que vous attendez, parce que bon, moi je suis ennuyeux, ce n'est pas moi que vous voulez entendre. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas moi que vous voulez entendre. Il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire et je trouve qui est très grave. Qui est très très grave, qui est en train de se produire. Ça ne se produit pas au Gabon, ça se produit ici, dans la diaspora. C'est honteux. Et je veux vous dire qu'on ne peut pas laisser faire ça. Que vous supportiez l'UDB, que vous supportiez les indépendants, vraiment, chers compatriotes, nous ne pouvons pas laisser faire ce qui est en train de se passer. Rendez-vous compte que le code électoral nous dit que la liste électorale, la liste, doit être publiée 30 jours avant le scrutin. 30 jours avant le scrutin. Rendez-vous compte qu'on l'a publié aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui. Nous votons dans 2 jours. Non, les compatriotes, ce n'est pas digne de nous. On peut aller dans les villages, on peut aller embrouiller les esprits de nos compatriotes qui sont au village. Mais ce n'est pas digne de la diaspora. Ce n'est pas digne. Même si vous êtes supporter de l'UDP, vous devez pouvoir leur dire que ça ne se fait pas. Ça là, ce n'est pas bon. Pas dans la diaspora, c'est trop honteux. Deuxième chose, concernant le code électoral. Je suis le directeur de cabinet de Franck Jordan. Je me dois d'être avec lui. En tout cas, c'est la mission que je me suis donnée. Je vote à Paris. Je me dois d'être avec lui jusqu'au bout. Rendez-vous compte que je n'ai pas pu faire de procuration. Pourquoi je n'ai pas fait de procuration? Parce que jusqu'aujourd'hui, les procurations ne sont pas disponibles. Jusqu'aujourd'hui, vous partez à l'ambassade, on vous dit que les procurations ne sont pas encore disponibles. Jusqu'aujourd'hui. Le vote, c'est samedi. Donc, le directeur de campagne de Franck Jordan, que je suis, ne va peut-être pas voter pour son propre candidat. C'est honteux. Même pendant l'élection présidentielle, ils ont laissé à peu près une dizaine de jours pour que les gens puissent faire leur procuration. Pour que les gens puissent établir leur procuration. Ça ne se passe pas au fin fond de nos villages. Ça se passe dans la diaspora, en France. En fait, ils sont tellement convaincus qu'ils ont dompté les esprits. Ils sont tellement convaincus de ça, au point où ils se disent qu'on peut faire ce genre de choses tranquille, ça va passer crème. Ça passera. Sauf que c'est nous insulter. C'est insulter notre intelligence, c'est insulter nos intelligences. C'est quand même la diaspora. Je ne sais pas si on réalise, c'est nous. Nos parents nous ont envoyés pour faire l'école. Nos parents nous ont envoyés justement pour cette instruction, cette illumination. Mais ce n'est pas encore disponible. Mais il y a des rumeurs qui circulent. Apparemment, ce n'est pas disponible pour nous. Les procurations ne sont pas disponibles pour nous. Je m'arrête là. Mais vous avez compris. Pour nous, ceux qui s'opposent à ceux d'en face, ce n'est pas disponible. Donc, pour ceux qui seront dans les bureaux de vote, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que il y a plusieurs personnes qui vont venir voter par procuration. Mais ça va sortir d'où? Je ne suis pas en train de me plaindre. Nous ne sommes pas en train de nous plaindre plus que ça.
on ne fait que avertir. On avertit. Parce que dans tous les cas, la réalité, elle est là. C'est la réalité que je viens de vous décrire. Cette réalité, c'est que tout à l'heure, à 14 h, nous avons les compatriotes de Chine qui ont loué un amphithéâtre en Chine. Hein? Ils ont appelé Franck Chopin, ils ont dit Franck, nous avons loué un amphithéâtre pour que tu viennes t'exprimer avec tes compatriotes. Voilà la réalité de cette élection. La réalité de cette élection, c'est qu'il y a une dynamique qui est en train de s'opérer, dans la diaspora. Et cette dynamique, nous la connaissons. On connaît la réalité de cette dynamique. Et ça, on ne peut pas nous l'effacer. Donc, chaque compatriote, une fois de plus, je veux le dire une dernière fois, nous sommes la diaspora. N'oublions pas qui nous sommes. Si nous oublions qui nous sommes les derniers bastions de notre pays. N'oublions pas ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Donc, Bordeaux, ils pensent que vous êtes un acquis. Ils pensent que vous êtes un acquis. Mais je pense que nous allons leur prouver le contraire. Donc, sans plus attendre, je vais faire appel à un homme que j'admire beaucoup, que j'admire réellement. Je demande à mon candidat, Franck Chopin, que j'espère être le député de la diaspora, de venir nous rejoindre sous votre acclamation, s'il vous plaît. Écoutez, merci beaucoup. Ça fait environ plus d'un mois que maintenant on est en train de parcourir toute la France et que je parle au Gabonais. J'ai perdu environ 6 kilos. Presque même 8. Mais ce qui est certain, c'est que je suis heureux d'être ici et de vous voir tous ici nombreux. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Donc je veux pouvoir vous donner l'opportunité de me connaître. Je m'appelle Franck Chopin. En effet, je suis originaire de Lambaréné, mais j'ai grandi dans la ville économique, c'est-à-dire à Port-Gentil. Et puis à l'âge de 17 ans ou 16 ans, j'ai pris l'avion pour venir en France, pour passer mon bac. Et après le bac, j'ai toujours admiré les États-Unis pour X, Y raison. Mes héros, ce n'était pas l'homme araignée ou bien Superman, mais c'était les gens comme Martin Luther King, comme Malcolm X, comme John F. Kennedy, etc. Voilà les gens que j'admirais. Et donc je voulais m'imprégner de la culture américaine. Alors je me suis envolé en tant que jeune homme aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai vécu là-bas pendant 30 ans. Et comme beaucoup de Gabonais, je me suis occupé de ma propre vie et de la formation que je devais faire parce que j'ai fait des études d'ingénieur. Parce que je voulais être aussi bon et aussi beau et aussi fort que mon père. Donc on était en compétition. Étant petit garçon, je pensais que mon père c'était aussi un homme idéal et je voulais faire au moins aussi bien que lui. Puisqu'il a fait ingénieur en électromécanique, moi je voulais faire ingénieur, mais aussi il fallait que j'ajoute autre chose, donc j'ai fait l'informatique. Et puis 2009 est arrivé. Quand 2009 est arrivé, Omar Bongo décède. Et à ce moment précis, comme beaucoup de Gabonais, je pense qu'on peut tourner la page. Je pense que sincèrement, le Gabon peut changer. Et nous savons tout ce qui s'est passé. Il y a eu des problèmes avec André Baobam, avec Mamboundou. Ils se sont disputés le pouvoir. Parce que c'était très serré. Et donc c'était difficile de savoir exactement qui a gagné. Mais Ali Bongo a dit que c'est moi qui a gagné. Il a écarté tout le monde et il s'est emparé du pouvoir. Ce qui m'a choqué, et que je n'avais pas pris conscience de ça avant, c'est que j'ai entendu en particulier qu'à Port-Gentil, la ville où j'ai grandi, il y a eu beaucoup de morts et qu'on a même jeté des corps en mer. Ça m'a énormément attristé parce que pour moi, je pensais qu'il était inconcevable que l'on tue des Gabonais ou que l'on martyrise des Gabonais à cause du vote. Je n'arrivais pas à comprendre ça. Pour moi, c'était au-delà de mon entendement. Alors, je suis rentré en résistance, et commencé à dénoncer avec les Landry Annie Washington, avec les Alain Serge Obama, avec les John Nkrumah, avec les Radiel et tout, parce qu'on était aux États-Unis. Il y a d'autres Gabonais avec qui nous nous sommes mis ensemble. Et partout où on pouvait, on dénonçait ce qui se passait au Gabon. 2016 est arrivé. C'était encore beaucoup plus violent que 2009. Parce que cette fois,
on a tué des Gabonais. J'ai vu l'aurore dans mon pays comme s'il y avait la guerre, simplement à cause du vote, parce que les Gabonais avaient décidé autre chose, de changer. Ils avaient décidé de voter un autre homme qu'Ali Bongo. Cela aussi m'a énormément attristé. Et je me rappelle, à ce moment précis, j'étais en Afrique du Sud. Mon réflexe était, il faut que je me retrouve avec des Gabonais. Et donc, en allant à l'ambassade, j'ai retrouvé énormément de Gabonais dans la cour de l'ambassade. Même des jeunes pédigistes qui disaient, Joktan, là je suis avec vous. Ce n'est pas normal que on... Et je me rappelle que je criais au plus profond de mon cœur et je disais que ce n'est pas possible, on ne peut pas. De ce moment précis, que j'ai décidé que j'allais faire ce qu'on appelle la Ncham. C'est-à-dire que quand le gouvernement vient aux États-Unis ou qu'il vient en Europe, nous allons contester, nous allons dénoncer ce gouvernement-là. Et c'est là où vous avez vu, quand Ali Bongo est venu avec ses ministres et avec les gens de son gouvernement à New York, non seulement on les a poursuivis, si vous vous rappelez, ceux qui sont un peu plus vieux, le Rumoné du directeur du cabinet d'Ali Bongo, on l'a poursuivi dans les rues de New York. Et c'est la première fois que j'ai vu une autorité gabonaise, quand ils sont tous seuls, que vraiment, il avait maintenant peur. Que non, on n'a pas tué les gens, vraiment, qu'est-ce que c'est? En face, comme ça, de l'autre côté, et lui dire en face ce que l'on pensait. On l'a traité ce jour-là d'assassin. Devant nous, ça, c'est pas des trucs que je vous raconte, hein, c'est des trucs, c'est des faits réels. Les vidéos sont là. Et c'est à ce moment précis-là que la Dream Team a été connue et partout on était le signe de l'espoir d'un peuple qui était martyrisé. Boronzo est venu à Washington, on a fait la même chose. Comment ça s'appelle le ministre et Yogo est venu avec Ernest Mpo, on a fait la même chose, on les a défiés. Ce que vous faites au Gabon, on ne l'accepte pas. Ce n'est pas possible que vous... Nous sommes Gabonais, on aime notre pays, on aime notre nation, mais vous ne pouvez pas vous permettre de martyriser et d'oppresser des Gabonais comme ça à cause du vote. Les Gabonais ont le droit de s'exprimer, les Gabonais ont le droit de choisir autre chose. Et que tant que vous allez vous comporter comme ça, nous aussi, on va se comporter comme on se comporte vis-à-vis de vous. Et plus que vous voulez nous empêcher de rêver, nous allons vous empêcher de dormir. Voilà ce qui m'a motivé. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je décide de me battre pour les intérêts du peuple gabonais et de mon pays. Je l'ai fait depuis 2009. Depuis 2009. Et cela m'a même, quand j'étais aux États-Unis, je me suis déplacé pour venir à Paris, au Trocadéro, joindre mes frères et sœurs et pouvoir parler. J'ai parlé devant, d'ailleurs après moi, je crois que c'était Marc Connard et après c'était Jean Ping qui a parlé. J'étais celui qui représentait les États-Unis, les Gabonais des États-Unis pour pouvoir m'exprimer. Et je m'exprimais pour mon pays, pour mon peuple, pour ma nation. Et donc, il est important que vous puissiez comprendre que je ne viens pas, comme aime souvent le dire Méfé Victor, de nulle part. J'ai une histoire, j'ai un passé. Et ne me jugez pas seulement aujourd'hui, mais jugez-moi selon les actions que j'ai accomplies depuis 2009. Et la vérité, c'est que j'ai toujours été constant. Je n'ai jamais changé. C'est-à-dire que ma lutte pour le Gabon, ma lutte pour ma nation n'ont pas changé. Je suis toujours la même personne. Et ce n'est pas que je n'ai pas eu l'occasion. Il y a des émissaires de la cruche à l'époque qu'on nous a envoyés. On m'a demandé, Joktan, qu'est-ce que tu veux? Si c'est des maisons, on te donne les maisons. Si c'est ceci, on te donne cela. Mais arrête de faire le bruit, tu nous déranges. Et que tu commences à vieillir, on commence à avoir des cheveux blancs sur ta tête. Pense un peu à ton avenir. Je leur ai dit que ce qui m'intéresse, moi, c'est de prospérer avec mon peuple et avec mon pays. Mais je refuse catégoriquement de prospérer au détriment de mon peuple et de mon pays. C'est ce que je leur ai dit, c'est documenté. C'est documenté, c'est-à-dire que si le gouvernement est honnête, ils vont dire que le type là, on a essayé et j'ai refusé. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont avec Olegui Nguema. Il me suffit de faire un clin d'œil, par exemple, à Landry à New Washington.
Et c'est possible que je puisse parler au président de la République, mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je veux être élu. Mais pourquoi je veux être élu? Je veux être élu parce que je veux me battre pour vous. Si jamais je suis nommé, mais je ne parlerai plus. C'est le cas de Laurence Ndong, c'est le cas de Mas Mouissi, c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont été nommées. Aujourd'hui, est-ce qu'ils parlent? Ils ne parlent plus. Parce que celui qui te nomme, je suis désolé, te contrôle. Parce que si tu parles, il a aussi la capacité de t'enlever plus que celui qui t'a mis là. Moi, ce que je cherche, c'est d'être élu. Pour que je continue à faire l'ancham que je faisais dans les rues de Washington, que je le fasse dans la maison du peuple. Peu importe que j'ai la majorité ou pas, c'est mon droit en tant que député de dire que les hommes et les femmes qui ont voté pour moi, voilà ce qu'ils veulent, voilà ce qu'ils attendent. Ils veulent qu'on règle le problème de la bourse, ils veulent qu'on règle leur problème de passeport, ils veulent que leur État ne les oublie pas à l'étranger dans la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, partout où je suis allé, quand je parle aux Gabonais, ils se sentent oubliés par leur gouvernement. Et cela, c'est inacceptable. Il fut un temps, quand on disait dans les années 80, ou les années 90, ou même 70, l'époque de nos parents, quand ils étaient ici, en France ou dans la diaspora, on admire. Quand tu disais que tu étais Gabonais, tous les Africains nous respectaient. Tous. Il n'y a pas un Africain qui n'allait pas respecter un Gabonais et qui n'allait pas nous envier. Vous êtes sûr aujourd'hui que le Malien qui vit ici en France envie un Gabonais à qui on n'a pas payé la bourse pendant 5 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez qu'un Guinéen aujourd'hui peut admirer un Gabonais dont on n'a pas payé la bourse pendant 5 mois? Non. Or qu'avant, tout le monde savait que quand tu es étudiant gabonais, la bourse venait à temps. Et on savait qu'on avait un standard qui était élevé par rapport aux autres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, certains d'entre vous même rasent les murs. On a honte. Et il faut que ça change. Il faut que ça change parce que notre pays a les moyens. Ce n'est pas que notre pays n'a pas les moyens. Notre pays a les moyens. Le Gabon est un pays riche. Et un pays très riche. Et il est inacceptable que nous vivons aujourd'hui de la manière dont nous vivons. Donc maintenant, je vais aller au vif du sujet, parce que c'est pour ça que je suis ici. Pouvoir décliner un peu mon programme. Et en déclinant mon programme, j'aimerais qu'après, je vais me taire un peu pour pouvoir écouter vos questions et vos doléances pour qu'on puisse avancer ensemble. Le problème de passeport, par exemple, c'est un problème qui est très, très, très important pour la majorité des Gabonais. Pas seulement ici en France, mais dans toute la diaspora. Parce que quand notre passeport est en fin de validité, c'est le parcours du combattant pour pouvoir le mettre à jour. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que, même si on le fait en ligne, il faut qu'on trouve le moyen de payer ce passeport-là. Il faut aussi qu'on trouve quelqu'un au Gabon qui puisse aller le récupérer et que on puisse trouver quelqu'un qui puisse nous l'envoyer là où nous sommes. Vous voyez un peu la complexité? Donc moi, ce que je propose, c'est quoi? C'est qu'au lieu que le passeport soit seulement 5 ans, que l'on puisse proroger le passeport à 10 ans, comme la majorité des pays dans le monde. Aux États-Unis, quand vous faites un passeport, c'est 10 ans. En France, quand vous faites un passeport, c'est 10 ans. Pourquoi je veux que ça soit 10 ans? Ça permettra à un étudiant gabonais qui quitte son pays pour se rendre à l'étranger, pour faire des études, pendant toute la période de ses études, il n'aura aucun problème avec son passeport, puisque c'est un passeport de 10 ans. C'est bien dans son passeport qu'on met son titre de séjour, n'est-ce pas? Ok, donc c'est lié. Donc par conséquent, son passeport sera valable pendant 10 ans, jusqu'à la fin de ses études, il n'aura aucun problème. Donc c'est comme ça que je veux résoudre le problème des passeports. Je me suis aussi rendu compte d'une chose, parce que j'ai parlé à beaucoup de Gabonais, en Corée, en Chine, en Russie, et donc en Turquie, au Brésil, et un peu partout dans la France. Et je me suis rendu compte que le problème que nous avons, c'est que très souvent, quand nous avons besoin de papiers administratifs, tels que certifier nos actes de naissance pour nos enfants, les actes de mariage, c'est aussi le combat du combattant, parce qu'on oblige les gens de Bordeaux, par exemple, de se rendre à Paris. Et quand vous allez à Paris, vous n'êtes même pas sûr qu'on va vous donner ce que vous êtes allé chercher. Ouais, voilà. Et donc ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème qui est... Et il faut que ce problème soit résolu. Ce que moi, je propose, c'est que nous ayons des consulats de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Ça a existé, parce que je sais qu'à Bordeaux, par exemple, mon épouse et moi, il n'y a pas très longtemps, on est parti pour, je crois que c'était pour s'enrôler. Moi, pour m'enrôler, etc., pour le NIP, à l'époque à Bordeaux. Ça, c'était un consulat de proximité. C'est-à-dire que le service est venu vers moi.
Je vis à Bordeaux, c'est venu à Bordeaux. Donc tous les gens qui vivent à Bordeaux, au lieu d'aller à Paris, je vais rencontrer donc ce service de proximité, je fais tous mes papiers, etc. Ça m'évite d'aller à Paris, de dépenser de l'argent pour prendre le train ou le transport qui coûte cher. En plus, la majorité de nos compatriotes, ce sont des étudiants. Vous ne leur donnez pas la bourse, mais ils doivent encore payer le transport pour se rendre à Paris. Vous voyez un peu que c'est quand même compliqué. Voilà. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des Gabonais qui vivent dans des villages. Aussi en France. Ce n'est pas parce qu'on est en France qu'il n'y a pas de villages ici. Il y a des villages ici en France. C'est-à-dire il y a des coins qui sont retirés. Comme par exemple, un que je peux vous citer, c'est Montèche. Quand j'ai épousé mon épouse, on m'a amené dans un endroit et vraiment ça nous a pris énormément de temps où la route était vraiment, c'est-à-dire que tu ne peux rouler que dans un sens. C'est-à-dire que quand une voiture arrive, il faut que tu te bloques un peu de l'autre côté et que voilà. C'était un village en France, l'arrière-pays. Moi, je pense aussi qu'il faudrait que les consulats mobiles, et ce consulat mobile-là devrait aller dans les villages, il y a des Gabonais là-bas, il faudrait qu'on puisse aller là-bas, qu'ils puissent aller là-bas pour pouvoir donner ce service-là aux Gabonais. Les services doivent aller là où sont les Gabonais. Ce n'est pas les Gabonais qui doivent se déplacer là où il y a le service. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que j'aimerais pouvoir proposer. Maintenant, l'histoire de la bourse. Moi, député, je veux que l'on mette dans la loi des finances la bourse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait le budget au Gabon, on doit allouer un certain montant pour payer la bourse des étudiants. C'est-à-dire on bloque dans le budget, on dit si c'est 80 milliards, on prend les 80 milliards là. Avant de faire quoi que ce soit, on prend 80 milliards, on le sort, on dit ça là, c'est pour payer la bourse des étudiants. Donc que l'on monte, que l'on descend, la bourse des étudiants doit être payée. Parce qu'il est inacceptable qu'un État responsable envoie les enfants d'autrui à l'étranger et ne leur permettent pas d'avoir un revenu. C'est-à-dire qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes et ils sont dans la précarité. Ça, c'est inacceptable. C'est le rôle de l'État de protéger ses enfants partout où les Gabonais sont. Le président Oligui lui-même, quand il a prêté serment face aux Gabonais, il a promis qu'il allait défendre le Gabon et qu'il allait protéger nos intérêts. Ce que je demande en tant que député, c'est que ce qu'il a dit, qu'il accomplisse. Parce que s'il ne le fait pas, il est en violation de notre constitution. Et c'est pour ça que je vais être élu. Si je suis nommé, je ne peux pas dire ça au président de la République. Il va me dire que tu es ici, n'oublie pas que tu es ici à cause de moi. Mais cette fois-ci, je ne serai pas là à cause de lui. Je serai là où je suis à cause de vous. Voilà pourquoi je suis venu ici vous parler. Je ne suis pas là pour accompagner le président de la République. Je suis là pour contrôler l'action du gouvernement. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, il faut que je le dénonce. Et il faut qu'on le corrige. Pour le bien du Gabon et pour le bien du peuple gabonais. En ce qui concerne les entreprises, il y a un truc qui me choque, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment il y a des Gabonais qui réussissent à créer une entreprise en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, mais qu'au Gabon, ils ont du mal à établir ou à reproduire le miracle qu'ils ont accompli en France ou ailleurs. Cette entreprise-là qui a réussi en France, embauche des Gabonais, sans doute, je l'espère, parce que c'est un Gabonais qui est à la tête, embauche des Français, embauche des autres Africains. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à faire la même chose au Gabon? S'ils sont capables de faire ça en France, où la compétition est beaucoup plus farouche, vous êtes d'accord avec moi? C'est qu'il y a quelque chose au Gabon qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose au Gabon qui empêche les Gabonais de pouvoir prospérer dans leur propre pays. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord du fait que l'on veuille moderniser le Gabon. Il faut qu'on fasse plus que moderniser le Gabon. Ce n'est pas transformer le Gabon en Dubaï que les Gabonais veulent. Ce que nous voulons, c'est un développement. Et on ne peut pas faire de développement sans mettre l'humain au centre. On ne peut pas développer le Gabon en mettant à côté les Gabonais. Ce n'est pas possible. Il faut que dans notre développement, le Gabonais soit à l'intérieur. Mon directeur de campagne disait tout à l'heure qu'on a appelé Obomaf pour venir travailler au Gabon. Et Obomaf a fait venir toute sa main-d'œuvre pour travailler. Et c'est pour ça que quand j'appelle au Gabon, on me dit non, Franck, Oligui travaille, il travaille. Si tu viens à Libreville, tu vas voir, on construit ici, on construit là-bas, les choses bougent. Oui, les choses bougent. Mais pas la situation des Gabonais. Si aujourd'hui à Bordeaux,
Vous voyez un chantier, je suis désolé, hein, beaucoup de Français vont trouver le boulot. Si aujourd'hui on construit les routes, ou on fait des choses dans la rue, c'est la majorité des gens qui vont travailler, c'est des Français. Et donc... De motiver aussi. Comment? De motiver. Motiver qui? Les Français qui sont motivés. Oui, les Français qui sont motivés. C'est-à-dire que le Français qui veut travailler, il va se pointer et il va trouver du travail. On propose d'abord aux Français. Donc ce que moi je veux dire, c'est que ce que moi je veux dire, c'est que... On propose d'abord aux Français avant de proposer à d'autres personnes. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que l'État français dit aux compagnies, qu'elles soient françaises ou étrangères, que vous devez avoir un certain nombre de Français qui travaillent. Une compagnie étrangère ne peut pas venir dans notre pays et ne pas embaucher des Gabonais, c'est pas possible. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et ça, là, ça doit changer. Parce que c'est pas bon. Parce qu'il y a un système qui est contre le Gabon et qui est contre nous. Parce que c'est pas normal que le pays se modernise et que les Gabonais vivent toujours dans la précarité. C'est pas normal. Donc, ce que moi je propose dans mon programme, donc je suis en train de vous dévoiler petit à petit les points de mon programme. Ce que je propose, c'est que l'État accompagne les compagnies gabonaises en faisant ce que j'appelle des appels d'offres. Ce qui aussi nous dérange beaucoup, c'est le gré à gré. C'est-à-dire que le président de la République, aujourd'hui, il se lève et puis il dit, bon, telle personne vient, on va te donner le contrat. Non, parce que c'est l'histoire de Copain et Kosanga. Et ça, c'est pas bon pour nous. Il faut des appels d'offres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs compagnies qui viennent et qui proposent au gouvernement, compagnies gabonaises d'abord, priorité aux compagnies gabonaises, qui viendront au gouvernement et dire, écoute, nous sommes capables de faire ça à tel prix. Une autre compagnie gabonaise vient, nous, on peut faire ça à tel prix. Et il faudra que le gouvernement analyse un peu toutes les propositions et prenne la proposition qui est la meilleure pour eux. Bien entendu, s'il n'y a pas de compagnie gabonaise, je peux comprendre qu'il y a des compagnies étrangères qui viennent. Mais quand ces compagnies étrangères viennent, il faudrait qu'on dise à ces compagnies-là que vous devez embaucher la main-d'œuvre et les ingénieurs et les directeurs, les managers locaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des Gabonais aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir comme la Chine le fait aujourd'hui. Justement, je parlais ce matin avec les Gabonais de Chine qui me disaient qu'ils ont des ingénieurs qui sont formés, ils ont des architectes qui sont formés en Chine. Ils n'arrivent pas à comprendre que quand ils repartent au Gabon, ces compagnies chinoises ne leur paraît pas de travailler dans leur propre pays. Pourtant, ils parlent aussi chinois comme les Chinois puisqu'ils ont vécu là-bas. Ils connaissent la culture puisqu'ils ont vécu là-bas. Moi, je pense qu'un État responsable devrait pouvoir dire à ces compagnies chinoises que nous avons tant d'étudiants qui ont étudié chez vous, qui sont ingénieurs aujourd'hui, nous voulons que vous nous en priorité à ces Gabonais-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il est parti, le président de la République est parti aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, et là-bas, il a dit à nos frères que les Gabonais ne devraient plus aller aux États-Unis, ils ne devraient plus aller au Canada. Et probablement aussi en France, parce que les Gabonais ne rentrent pas. Bon, je vais d'abord adresser le fait qu'on ne doit plus partir là-bas. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le président de la République aussi a dit au président américain que venez au Gabon exploiter le manganèse. C'est pas ce qu'il a dit. Voilà. Donc, il invite les compagnies américaines à venir exploiter le manganèse. Très bien. Mais les compagnies américaines, là, quand elles viennent exploiter le manganèse gabonais, vous pensez que s'ils cherchent la main-d'œuvre, leur premier réflexe, c'est quoi? C'est est-ce qu'au Gabon, il y a des gens qui ont étudié dans nos universités? Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'au Gabon, il y a des Gabonais qui sont en mesure de parler anglais couramment, que l'on puisse comprendre, qui connaissent notre culture? Ça va être beaucoup plus facile. Oui. Mais si vous dites que les Gabonais ne doivent plus aller là-bas, donc quand les compagnies américaines vont venir, ils vont embaucher qui? Ils seront obligés de prendre des Américains ou de prendre même d'autres Africains qui ont étudié chez eux et qui connaissent leur technologie. Au Gabon, le président dit qu'il veut le transfert, il veut le transfert de connaissances, le transfert de technologie. Mais le transfert de technologie commence par l'éducation. Il dit qu'il va envoyer nos étudiants au Maroc, et au Sénégal, et au Bénin, et au Ghana. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais la vérité, c'est que le Ghana, le Bénin, le Sénégal et le Maroc, eux, ils envoient leurs enfants aux États-Unis. Donc, est-ce que ça veut dire que le président de la République est en train de nous dire qu'il ne veut pas que la jeunesse gabonaise puisse compétir avec d'autres jeunesses? Il nous a prédit. Et ça, c'est très grave.
Aujourd'hui, si en Chine, nous avons TikTok, c'est parce qu'il y a eu des Chinois qui sont allés aux États-Unis et qui ont vu Instagram. Je suis désolé. Si aujourd'hui, les Chinois font Temu, c'est parce qu'ils ont vu Amazon aux États-Unis et ils ont copié. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé leurs enfants qui se sont mélangés aux Américains, ils ont pris ce qui est bon aux États-Unis puis ils ont ramené chez eux. Et non seulement ils ont ramené chez eux, mais l'État chinois les aide aussi à faire les choses là. Hein. C'est-à-dire c'est subventionné par l'État. Ils sont subventionnés par l'État. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, TikTok n'a pas à rougir devant Instagram ou n'importe quelle application américaine. À un tel point que, aujourd'hui, à cause, comme on dit au Gabon, à cause, les Américains mettent les organes. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent boycotter, comment ça s'appelle, ils veulent boycotter les produits chinois. Comme par exemple Huawei. Vous savez, vous avez les téléphones Xiaomi, les Américains ont décidé avec les Européens qu'ils ne doivent plus utiliser Google. Donc, les Chinois ont dit, il n'y a pas de problème, on va créer notre propre application. Mais ils ont créé leur propre application comment? Quand vous regardez l'application des Chinois, quand moi je regarde, moi j'ai l'impression de voir Google. Mais ils ont appris ça où? C'est parce qu'ils ont envoyé des étudiants là-bas qui, eux, ils ont regardé comment ils font, et puis ils sont amenés ça chez eux pour faire autre chose. Aujourd'hui, comment vous appelez ça encore, pour faire les routeurs, les Cisco. Aujourd'hui, Cisco et Huawei sont en compétition. Et aujourd'hui, l'Europe et les Américains veulent bloquer Huawei. Parce que Huawei coûte moins cher. Mais je suis désolé. Cette technologie-là, les Chinois se sont inspirés de ce que les Américains ont fait et ce que les autres ont fait. Pourquoi? Parce que leurs enfants sont allés dans ces pays-là. Aujourd'hui, il y a la Silicon Valley, non, pas seulement aux États-Unis. Hein. Il y a la Silicon Valley en Chine, il y a la Silicon Valley en Côte d'Ivoire. Oui, mais en Côte d'Ivoire, ce sont les Américains qui ont amené ça là-bas. Mais les Chinois, ce n'est pas les Américains qui ont amené ça. Eux-mêmes, ils ont fait leur propre Silicon Valley. En Chine et aussi en Inde, ils ont une Silicon Valley qu'eux-mêmes, ils ont créée. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous avez des ingénieurs indiens, chinois, qui sont allés aux États-Unis et qui ont appris et qui ont décidé de rentrer chez eux. Et c'est eux qui font les grandes compagnies chinoises et indiennes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce qu'ils ont un État responsable qui les aide. Moi, c'est ce que j'aimerais voir aussi au niveau du Gabon. Mais pourquoi? On doit se poser la question, pourquoi ces choses-là ne sont pas faites chez nous? Et je vais oser vous dire pourquoi. Je pense qu'il y a au Gabon ce qu'on appelle une oligarchie. C'est-à-dire que les gens qui contrôlent le Gabon, vous et moi, on ne les connaît pas. Ça peut être des Gabonais, ça peut être aussi des étrangers. Il y a des gens qui ont tenu, qui tiennent notre pays en laisse. Comme par exemple, je prends le risque de dire ce que je dis, mais je le dis parce que je suis un homme libre. Et parce que je suis un homme qui aime la liberté. Et je n'ai pas peur de me battre, surtout quand je me tiens sur la liberté. C'est-à-dire que si ce que je dis est un mensonge, je ne devrais pas peur. Parce que l'épée de la justice menace toujours celui qui est injuste. Mais l'épée de la justice ne peut pas s'abattre sur quelqu'un qui est juste. Donc voilà pourquoi je n'ai pas peur. Mais ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend le cas de déguerpissement et qu'on détruit et qu'on veut prendre des terrains, parce qu'on dit qu'on veut construire. Mais les gens qui construisent là sur des terres gabonaises, est-ce qu'on est sûr que ces marchés-là, les gens qui vont construire, c'est des Gabonais? Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est plus intéressé aux intérêts de tout le monde, sauf de nous. Et ça, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Et voilà pourquoi je veux être député. Je veux être député pour dire au président de la République que non. Ce n'est pas tes prérogatives. Tes prérogatives est de protéger le Gabon et le peuple gabonais. Voilà pourquoi moi, je suis pour la rupture. Très bien. Je suis pour la rupture. Parce que la manière dont le Gabon a marché jusqu'à présent, elle n'est pas bonne. Parce que notre peuple souffre. Aujourd'hui, les Gabonais souffrent. Dans un pays d'abondance. On est le 7e producteur de manganèse au monde. 4e producteur d'uranium. On a les bois les plus précieux de la planète. Quand on a entendu que le Kebanzingo avait disparu, 700, je ne sais pas si c'est 700 tonnes, je ne sais pas comment 700 tonnes de troncs d'arbres peuvent disparaître dans la nature. Non, là, ce n'est pas le Bénin, je crois qu'on a retrouvé ça en Chine. Ok? C'était en Chine qu'on a retrouvé le truc. Où sont les accusés? C'est ça. Voilà pourquoi je suis pour la rupture. Et voilà pourquoi moi je dis
qu'il faut vérité, justice, réconciliation et réparation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Quand on détourne de l'argent au Gabon, on enlève la nourriture et la santé de qui? Mais des Gabonais. Parce que cet argent-là aurait pu construire des écoles, aurait pu faire des hôpitaux performants. Je viens d'apprendre aujourd'hui de la bouche d'une Gabonaise qu'aujourd'hui au Gabon, même pour te prendre, par exemple, quand on te prend ta pression, ta tension, il faut que tu payes. Mais vous avez vu ça où? Tu viens avec ton thermomètre, tu viens avec ton coton, tu viens avec ton alcool, tu viens avec ta seringue. Mais vous aussi. Je suis malade, je suis souffrant, mais je dois penser qu'il faut que j'amène les pansements, je dois amener l'alcool, je dois tout amener, or que je suis malade, fiévreux, je tremble même, mais je dois penser à tout ça. Vous voyez quand même qu'on a atteint un niveau qui est vraiment dangereux. Et on ne peut pas se permettre de continuer comme ça. Donc, d'accompagner le début ou d'accompagner le président de la République. C'est pas possible. Parce que si vous accompagnez le président de la République, ça là, ça va continuer comme ça. Oui. Ça va continuer comme ça. Il faut une rupture. Et il faut que l'on contrôle l'État. Il faut qu'on contrôle l'État. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise à l'État, qu'on soit capable de dire à l'État, attention, ce qui est en train d'être fait n'est pas bon pour le pays et ce n'est pas bon pour nos concitoyens. Il faut un bon député pour le dire. Voilà. Ce bon député, vous l'avez devant vous. Voilà. C'est-à-dire, je veux me battre. Il n'a pas froid aux yeux. Je n'ai pas froid aux yeux. Et je peux me parce que dans le passé, j'ai pu dire à Ibongo ce que je voulais dire. Voilà. Et je l'ai fait. Il faut préparer vos questions. Préparer vos questions. Comme je dis, ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il y a une élection législative que je me lève et que je dis ce que je dis. Ça, je le dis depuis 2009, depuis 2016. Je le dis, c'est le langage que j'ai là. Bon, maintenant, je suis peut-être un peu plus lent parce que j'ai vieilli. Je suis peut-être un peu moins virulent parce que j'ai quand même acquis une certaine sagesse. Et aujourd'hui, je veux avoir une posture d'homme d'État. C'est-à-dire, quand on est jeune et activiste, il y a des choses que l'on peut dire et que l'on dit d'une certaine manière. À mon âge, il faut que je dise la vérité, certes, mais aussi d'une certaine manière. Je ne peux pas parler comme quelqu'un qui a 30 ans, parce qu'aujourd'hui, j'en ai 55. Okay? Donc, j'ai acquis la sagesse, donc je peux vraiment m'imposer. Donc, voilà un peu des choses que j'aimerais voir. J'aimerais pouvoir chuter en vous disant aussi que moi, je pense que l'on doit revoir aussi nos traités avec la France. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on traite les Gabonais selon le droit commun. Et on ne devrait pas. Pourquoi? Parce que le Gabon et la France ont des traités. Je m'explique. Si aujourd'hui, un Français veut se rendre au Gabon, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'Internet, et puis il va dans une page web, e-visa Gabon. Il met ses informations, on lui demande où vous allez vivre, il met l'adresse et tout. Et puis on lui demande quelque chose, vraiment très peu de choses, hein, une seule page, et puis dans sa maison, il imprime le papier. De sa maison, hein. Il n'est pas allé au consulat gabonais, il n'est pas allé à l'ambassade du Gabon, dans sa propre maison, dans le confort de chez lui. Il imprime le papier, il prend ce papier-là, et puis il va se rendre à l'aéroport Charles de Gaulle. Alors là-bas, on lui demande où est le visa, il dit non, je n'ai pas le visa, j'ai le e-visa. La femme regarde, ah ok d'accord, bam 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 bam, voilà votre ticket, il monte dans l'avion, et puis il atterrit à Libreville, l'aéroport Léon. Après, il va dans les autorités, on regarde, on lui met le tampon, il donne 75 € et il rentre au Gabon. Il rentre au Gabon, oui, sans problème. Maintenant, le Gabonais, il veut venir en France. Il faut qu'il aille au consulat de France. Quand il va au consulat de France, on lui donne un dossier qui est comme ça qu'il doit remplir. On veut savoir, il a combien dans son compte bancaire, il est payé combien, il travaille où, pourquoi il veut venir en France, ceci, cela. Plein de choses qu'on lui demande. Et vous savez quoi? Il paye. Mais on peut lui refuser le visa. Et quand, voilà, hein? C'est ça. Et quand on lui refuse le visa, on ne le rembourse pas. Est-ce que c'est juste? Et tu dois attendre 6 mois avant de le lever. Est-ce que c'est juste? C'est injuste. Voilà pourquoi moi, député, je pense, voilà la réciprocité, qu'il faut qu'on revoie nos traités. Parce que si les Français ont la possibilité de rentrer chez moi, comme je vous ai décrit, le Gabonais devrait pouvoir rentrer en France aussi, comme un Français qui rentre au Gabon.
Je vous donne un autre exemple, et puis après on va passer aux questions. Une Gabonaise qui épouse un Français, ici en France. Au bout de 3 ans, elle a son titre de séjour. Ok? Quand ils se séparent, on lui retire le titre de séjour. Automatiquement. Maintenant, on fait le contraire. Un Français épouse une Gabonaise au Gabon. Au bout de 3 ans, il a le titre de séjour, mais de manière indéterminée. S'il divorce, ce Français-là peut rentrer au Gabon quand il veut. Il n'a pas besoin de sa femme gabonaise. Ils se sont séparés, et lui, il sort du Gabon, il rentre au Gabon quand il veut. Est-ce que ça, c'est juste? C'est pas juste. C'est injuste. Mais ce sont des réalités qui sont aujourd'hui, c'est des réalités dont je vous parle, qui sont là aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là pour vous poser des questions. Un autre cas, vous avez un Français qui a été au Gabon pendant peut-être 3-4 ans, donc il a le titre de séjour, et il veut faire venir sa femme, et il veut faire venir ses enfants. Quand ses enfants et sa femme viennent au Gabon, automatiquement, ils ont le titre de séjour, c'est-à-dire qu'ils sont au même niveau que lui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, un Gabonais veut faire la même chose. Il veut faire venir sa femme du Gabon, il veut faire venir ses enfants du Gabon. Ils doivent tout recommencer à zéro. C'est-à-dire qu'on n'applique pas la même chose. Pourquoi? Je pense qu'un État responsable doit regarder ces traités. Et moi, en tant que député, je demanderai à la République, il faut qu'on ait la réciprocité. Parce que le Gabonais n'est pas, c'est pas une chose, c'est un humain au même titre qu'un Français. Que ce qui est bon pour la France doit être aussi bon pour nous. Et qu'on devrait avoir la réciprocité et traiter avec dignité. Est-ce que vous savez que normalement, la France n'a pas le droit de refuser le visa aux Gabonais? Tout comme le Gabon ne refuse pratiquement jamais le visa à un Français. Parce que ce sont les accords que nous avons. Mais pourtant, souvent, on nous refuse le visa pour des choses qui sont... je ne sais même pas. On ne sait même pas pourquoi vous avez des frontières poreuses. Non, mais c'est ça. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand on refuse le visa à un Gabonais, normalement, le Gabonais a le droit de faire appel. Est-ce que vous savez ça? Vous blaguez. On a le droit de faire appel. Mais beaucoup de Gabonais ne le savent pas. C'est-à-dire que la France a refusé, on accepte. On a le droit parce que ce n'est pas normal qu'on refuse le visa. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la France, c'est 66 millions d'habitants, ou 67 millions d'habitants aujourd'hui. Au Gabon, on n'est que 2,5 millions. Qui devrait avoir peur d'envahir l'autre? C'est eux. Exactement. Les Gabonais ne peuvent jamais envahir la France. Jamais. On n'est que 2,5 millions. Mais par contre, les Français peuvent nous envahir. Donc, je ne sais pas de quoi les Français ont peur. Ah bon? De nous empêcher de venir chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Il n'y a pas de sens à dire qu'il n'y a pas de sens. Bref. Donc, voilà pourquoi je pense qu'il faut qu'on revoie les traités. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais dire, mais je ne vais pas vous ennuyer. Je vais donner aussi l'opportunité de me poser des questions. Et il y a mon épouse qui me dit ici il y a du temps. Donc, j'ai parlé de beaucoup de choses. Maintenant, c'est votre opportunité aussi à vous de pouvoir vous exprimer et de pouvoir me poser des questions si vous avez. Et par exemple, s'il y a quelque chose qui vous embête et vous voulez savoir, est-ce que dans mon programme j'ai pensé à cela, je vous dirai honnêtement oui ou ah, ça c'est quelque chose que je n'ai pas pensé. Ok? Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a. Très bien. Comment? Je peux? Oui, vas-y. Oui, par rapport, on appelle ça au visa. Oui. On doit donner les visas aux Gabonais normalement et tout. Mais il y a un problème. Vous avez des frontières poreuses. Les gens rentrent n'importe comment. Vous avez des problèmes de passeport. Les gens prennent le passeport n'importe comment. Vous pensez que les Français vont vous laisser la facilité de rentrer chez eux comme ça? Très bonne question. Mais ça, c'est la faute de qui? Mais c'est la faute des honorables comme vous. Non. Parce que je ne suis pas encore honorable. Mais vous êtes déjà honorable. Bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est la faute du gouvernement. C'est pas ma faute. Ils ont fait des faux passeports. C'est la faute du gouvernement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a vendu le passeport gabonais. Moi, j'ai rencontré des Sénégalais, des Guinéens, aux États-Unis, qui me disent qu'ils sont passés par le Gabon pour venir aux États-Unis. Parce que je vous dis que, par exemple, le Gabon fait partie des rares pays en Afrique où,
quand vous prenez un visa et que l'Amérique vous apprend le visa, c'est pendant 5 ans, multiples entrées. Ça veut donc dire que quand vous avez un visa qui vient des États-Unis, vous pouvez rentrer aux États-Unis et sortir le nombre de fois que vous voulez. Vous voyez un peu? Là, il y a la réciprocité, parce que c'est bon, c'est ce que les Américains font pour nous, mais c'est ce que nous aussi on fait pour les Américains. Là, ce traité-là, il est juste et il est bon, on ne va pas toucher. Mais bientôt, on risque d'avoir des problèmes. C'est pour ça que l'administration Trump a dit quoi? Il a dit au Gabon, commencez à regarder vos passeports, parce qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a des gens qui viennent chez nous qui ne sont pas gabonais, mais ils ont des passeports gabonais. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que les terroristes... Les mots. Hein, parce qu'il peut y avoir des gens qui veulent faire du tort aux États-Unis, qui viennent sur le prétexte d'être gabonais, or qui sont autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit s'assurer qu'on ne donne pas le passeport à n'importe qui. Et c'est aussi la responsabilité de l'honorable, du député, de dire à l'État, attention, ce que vous faites n'est pas bon. Et je serai ce député-là en disant au gouvernement que non, moi je suis de la rupture. Si on faisait ça avant, là maintenant je suis ici, on ne fait plus ça. On ne peut pas donner le passeport gabonais qui est un papier, comment on dit ça, officiel, à des gens qui ne sont pas gabonais. C'est pas possible. Parce que ça crée même ce que j'appelle, c'est-à-dire on met en danger notre propre souveraineté. Deuxième question. Voilà, vous avez dit que vous serez honorable. Vous allez défendre les lois à l'Assemblée nationale. Mais la constitution gabonaise qui a été votée le 16 novembre 2024 a tout bloqué. Est-ce que vous aurez la capacité de pouvoir faire entendre vos voix? Dire que le président a tous les pouvoirs. Oui, mais je vais à l'Assemblée nationale parce que je suis le candidat de la rupture. Ce qui veut donc dire que c'est mon droit en tant que député de parler au gouvernement et de dire au gouvernement, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et je vais proposer des lois. Maintenant, quand le président de la République rejette ces lois-là, je reviendrai vers vous les Gabonais et je vous dirai, j'ai proposé ça au président pour arranger la vie des Gabonais, on fait comment? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sur moi. Moi, je vais me battre pour vous. Mais vous aussi, vous devez me soutenir. Vous devez me soutenir. Sinon, on va me broyer. Donc moi, je m'appuie sur vous. Et c'est pour ça que je dis que je veux être élu. Parce que je veux pouvoir dire au président de la République qu'il y a des hommes et des femmes qui m'ont élu. Et ils me demandent, l'histoire des passeports, il faut régler ça. 5 ans, c'est trop peu. Ils veulent 10 ans. Le passeport, il ne faut plus donner aux étrangers, qu'aux Gabonais. D'ailleurs, c'est une faute de donner le passeport aux étrangers. C'est une faute très grave. À l'international, c'est dangereux. On ne donne pas le passeport, ce n'est pas un document que l'on donne. Les Américains ne donnent pas les passeports à qui veut l'entendre. Il y a tout un processus. Il faut être Gabonais pour avoir un passeport gabonais. Un Sénégalais ne peut pas avoir le passeport gabonais, à moins qu'il se naturalise gabonais. Donc là, déjà, il y a faute. Et en tant que député, c'est aussi mon rôle de dire cela. Dans notre constitution, c'est vrai, il y a beaucoup de verrous. Et je suis conscient de cela. Voilà pourquoi je vais être député. Parce que ces verrous-là doivent sauter. Parce que ces verrous ne sont pas bons pour nous. C'est-à-dire que pour moi, en tant que député, je dois me battre pour les intérêts du Gabon et les intérêts du peuple gabonais. Point à la ligne. Il n'y a pas de négociation dans ça. Il n'y a pas de négociation dans ça. Et que si le président lui n'est pas d'accord, moi je viendrai vers vous et j'utiliserai ce qu'on appelle le 4e pouvoir, la presse nationale et la presse internationale. On a un président qui est fébrile. Il n'aime pas que l'on parle beaucoup à l'international. Je dirais au président Oligui que si tu ne veux pas qu'on parle de toi en mal, fais-le bien. C'est tout. Mais s'il décide de brimer le Gabon et de brimer le peuple gabonais, je suis désolé. Il ne me laisse pas le choix que de me battre et de crier partout où je peux crier, comme je l'ai fait dans les rues de Washington. Quand j'étais jeune, à l'époque, en 2009-2016, je suis allé au Sénat américain, je suis allé au Congrès américain, je n'étais pas député. Et vous pensez que c'est en étant député que je vais me priver d'aller là-bas? Dernière question. Dernière question. Le président de la République, M. Brice Oligui, demande aux Gabonais de la diaspora d'aller investir, de faire le business, sachant que la douane gabonaise est coûteuse. Comment vous allez faire pour... Justement, c'est ce que je suis en train de dire aussi, c'est-à-dire que dans tous les pays qui se respectent, les États-Unis par exemple, leur multinationale, l'État, c'est-à-dire les droits douaniers ne sont pas les mêmes que les autres compagnies. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une compagnie chinoise, japonaise ou allemande qui veut venir travailler par exemple aux États-Unis, je suis désolé, les Américains leur disent, il n'y a pas de problème, vous voulez travailler, vous voulez vendre votre produit chez nous,
Il n'y a pas de souci. Venez installer la compagnie là chez nous. Et puis, embaucher des gens chez nous. Si vous voulez avoir le même taux que nous donnons aux Américains. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons faire la même chose. Quel est ce pays-là qui accepte tout le monde et tout le monde vient chez nous faire n'importe quoi, n'importe comment, au détriment du peuple gabonais? Ça aussi, ça doit cesser. Voilà pourquoi je suis le candidat de la rupture. Il y a des mauvaises habitudes que nous avons prises et nous devons arrêter ça. Et on est en train de blâmer les étrangers. Mais je suis désolé, ces étrangers-là qui font les fanfarons de notre pays, ils le font pourquoi? Parce qu'il y a des Gabonais qui leur donnent l'autorité de le faire. Et donc, on a besoin d'un État responsable où il y a des lois qui protègent les intérêts du peuple gabonais. Et moi, en tant que député, je veux me battre pour que la dignité du peuple gabonais soit réellement restaurée, pas seulement dans la bouche, comme on dit au Gabon, mais en fait, dans les faits et dans les actes. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci. Oui, moi, bon, juste une petite, c'est pas une question, mais juste je vais affirmer que le problème, par exemple, du passeport, quand Tuntreman a épousé sa femme camerounaise, Sophie, ils ont fabriqué beaucoup de passeports pour que ces Camerounais-là votent en 2005. Et lorsque Omar Bongo est allé épouser Edith, ils ont produit beaucoup de passeports et ils ont remis aux Congolais pour eux aussi ils votent Omar Bongo. Donc, et c'est comme ça, ça s'est multiplié. Voilà. Oui, ça c'est juste une affirmation. J'ai 56 ans aujourd'hui, j'ai 49 ans de vie au Gabon. Ça fait 7 ans que je suis seulement ici en France. Voilà. Et ça c'est criminel. Ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas se faire. Et on ne devrait pas l'accepter. On ne devrait pas l'accepter. Et c'est pour ça qu'en tant que député, moi je pense qu'il faudrait qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères et qu'il nous explique ces cas-là. Et que les personnes qui ont pris des passeports gabonais de manière frauduleuse, parce que ça c'est frauduleux, on doit pouvoir leur retenir ou annuler le passeport. On doit le retenir parce que le passeport est un document que l'on doit donner seulement aux Gabonais. S'il n'est pas Gabonais, il ne mérite pas d'avoir ce passeport-là. Parce que c'est ce qu'ils font dans les pays ailleurs, dans d'autres pays. On ne donne pas le passeport comme ça. Il faut être naturalisé, on nous donne le passeport, on ne peut pas donner des passeports comme ça, comme si c'était des bonbons. Donc, pour la suite de mon plaidoyer, je voulais juste vous interpeller au sujet de la question du président de la République de suspendre les bourses d'envoi des étudiants. Elle a été mal posée. Je ne sais pas s'il a vraiment des bons conseillers. Ce n'était pas de cette manière que pour économiser, pour que l'argent, disons, on économise plus. Donc, si on envoie aux États-Unis, cela lui coûte cher et à la fin de leurs études, ils ne rentrent pas. Donc, c'est tellement coûteux pour l'État gabonais. Ce n'est pas comme ça qu'il devait poser la question. Il devait plutôt dire, qu'est-ce qui fait en sorte que ces étudiants-là, après leurs études, ne rentrent plus au pays? C'est ça le véritable problème. Pourquoi ils ne rentrent pas au pays? Très bien. Voilà. Il y a plusieurs raisons. Vous les connaissez? Je pense. Voilà, bon, je vous laisse. C'était ça. Ok, très bien. D'abord, pour investir dans la jeunesse du Gabon, c'est pas là-bas où on va faire l'économie. C'est-à-dire un pays qui se respecte ne doit pas faire l'économie en sacrifiant sa jeunesse. Okay? Au Gabon, plus de 75% de la population gabonaise, c'est des jeunes. Donc ça veut donc dire que quand le chef de l'État dit que c'est trop d'argent, il est en train de sacrifier 75% de la population gabonaise. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très, 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 très grave. Maintenant, pourquoi les Gabonais ne rentrent pas? Moi, la génération de mon père, de mes pères, tous, pratiquement 100% rentrés au Gabon. Pourquoi? Parce que, quand ils avaient terminé leurs études, l'État travaillait en conjonction avec les multinationales qui étaient au Gabon pour dire que là, nous avons envoyé 100 ingénieurs, par exemple, trouvez là, dans votre compagnie, les places pour les Gabonais qui sont en train de rentrer. Ouais. Mon père, par exemple, quand il est venu au Gabon, il avait 3 propositions. Je crois Shell, Elf et une autre compagnie. Et il a choisi celle qu'il voulait. Et donc il est rentré chez lui, il travaillait. Beaucoup de Gabonais ne rentrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rentrer et vivre dans les maisons de leurs parents, avec leurs femmes et leurs enfants. Je suis désolé. Et puis, quand l'État gabonais ne paye pas les bourses, vous pensez que les Gabonais qui sont à l'étranger font quoi? Ben, ils se débrouillent. Donc ils trouvent un boulot,
et ils commencent à trouver un boulot, ils commencent à financer eux-mêmes leurs propres études, et puis après ils trouvent un bon boulot. Ici en France, ils font des enfants, ils s'installent, ils achètent une maison, etc. Et maintenant vous dites qu'ils doivent rentrer au Gabon où c'est incertain. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Vous les avez abandonnés, pendant 5 mois vous ne leur donnez pas la bourse. Et maintenant ils se débrouillent eux-mêmes, et maintenant vous dites rentrer au Gabon. Mais vous n'êtes même pas capable de leur donner un revenu où vous les avez envoyés à l'étranger. Ces Gabonais ne vont pas rentrer, je suis désolé. Parce qu'eux aussi, ils veulent que leur famille sorte de la précarité. La question aussi que l'on doit se poser, c'est qu'il y a beaucoup de Gabonais qui envoient de l'argent au Gabon, ça on n'en parle pas. Moi, par exemple, j'envoie régulièrement, mon épouse aussi, on envoie de l'argent au Gabon ou à nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays parce que l'État n'envoie pas l'argent. Parce qu'il faut bien que ces Gabonais la vivent quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc quand vous êtes traité comme ça, quel est le goût qui va vous animer pour rentrer chez vous quand votre État vous a abandonné? Okay? Ouais. Donc, il faut que l'État crée des conditions, qui crée un environnement où les Gabonais, où les Gabonais ont la possibilité de rentrer. Et moi, je pense que l'État gabonais doit travailler avec les multinationales, les compagnies qui sont au Gabon, et qui disent à ces compagnies-là que chaque année, il y aura des Gabonais qui rentreront et trouver de la place pour eux. Et donc aussi pour les stages. Pour les stages aussi, ces compagnies-là devraient régulièrement ouvrir les stages aux Gabonais qui sont à l'étranger. De temps en temps, ils viennent pour s'acclimater, etc. Mais ça, c'est là aussi la responsabilité de l'État. Puisqu'on vit dans un État où l'État, ce qui l'intéresse, c'est seulement ce qui intéresse l'État, c'est seulement les CSE, des compagnies, c'est-à-dire récolter l'argent des compagnies pour pouvoir engraisser l'État. Or que ce qu'ils devraient faire, c'est de se battre pour que ces multinationales-là puissent embaucher les Gabonais. Ou bien? Donc moi, en tant que député, je demanderais au gouvernement de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que l'on embauche les Gabonais. Il n'est pas normal que les compagnies viennent au Gabon et embauchent tout le monde sauf nous. C'est notre pays. Merci Franck. Merci pour cet exposé. Je l'ai trouvé vraiment structuré, clair et précis. Maintenant, j'ai été interpellé par ce qu'a annoncé votre directeur de campagne sur la question, sinon le sujet des BOMAF. Ça m'a fortement interpellé. Quand il dit BOMAF a obtenu le marché et emploie 4000 Burkinabés. Cette question me fait penser également au sujet concernant les Libanais. Vous savez que le président de la République, je pense qu'il disait que les marchés à partir de 150 millions étaient de facto octroyés aux Gabonais. Alors, la question est simple. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, quand on crée une entreprise au Gabon, puisque vous parlez des BOMAF et des 4000 Burkinabés, les Gabonais se heurtent aussi à une difficulté, c'est que quand je crée une entreprise, il faut que je paye la main-d'œuvre. Il faut que je paye les premières matières, les matières premières pour lancer ma boîte. Je pense, sans le nage de Steve à beaucoup, c'est que ils sont confrontés à ce problème-là. Pourquoi on donne aujourd'hui le marché libanais? Je pense, à mon sens, ils ont le liquide. Ce sont eux, je suis désolé, c'est ce que moi je pense à ça, ce sont eux qui ont l'argent sur moi. La liquidité, c'est la raison pour laquelle j'ai même, il faut qu'on se le dise, je pense, ça n'engage que moi, mais on peut discuter. Il faudra me dire comment vous allez faire ça, parce que pour moi, les Libanais ont la primeur sur le marché ou les étrangers. C'est pareil avec les Chinois. Quand les Chinois arrivent, ils ramènent les Chinois. Il ne faut pas travailler les Gabonais, je suis d'accord avec vous, mais peut-être qu'ils se heurtent à cette difficulté-là. J'ai un marché à 600 milliards de francs CFA. Comment je fais pour avoir la première matière? Comment je fais pour payer la main-d'œuvre? Comment je le fais? Et qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour aider ces entrepreneurs gabonais-là à pouvoir lancer leur activité, à pouvoir payer la main-d'œuvre, à pouvoir s'aligner sur le marché de la concurrence face aux Libanais, face aux Chinois, face aux Burkinabés? Je vous remercie. Très bien. Mais déjà, d'abord, ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est que dans un pays comme le Gabon, par exemple, et BOMAF vient au Gabon. Ils viennent au Gabon, c'est vrai, avec leur liquidité. Donc, ils préfinancent les choses. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire venir des Burkinabés.
J'ai entendu Obama plus même parler. Parce qu'il y a des Gabonais qui se plaignaient que le chômage au Gabon est trop élevé. Et Obama a répondu en disant, ce que vous voyez là au Gabon, les constructions, c'est mon argent que je mets. C'est mon argent, mes liquidités. Je ne suis pas venu au Gabon pour résoudre votre problème du chômage. Et il a raison. Il n'est pas venu pour ça. Il a son pays. Il n'est pas venu pour régler le problème du chômage. La faute, c'est le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement libère, parce que l'argent que Obama paye, quand il finance les trucs là, c'est préfinancé, mais ce n'est pas de l'argent perdu par Obama. L'État gabonais doit payer. Oui, tout à fait. Et, par exemple, si Obama a mis au Gabon, je vais prendre des chiffres, je ne connais pas les chiffres exacts, c'est que le Gabon, probablement, devront leur donner peut-être 100, 400. Mais c'est la faute de qui? C'est la faute de l'État. C'est la faute de l'État. Moi, je suis désolé. C'est la faute de l'État. Tu vois, c'est la faute de l'État. Donc, si le gouvernement est capable de payer à long terme 400 milliards, c'est-à-dire donc le double de bonne manière et impose à Eboma qu'on vous donne un contrat de 200 milliards. Si on prend, il faudrait qu'il soit au moins accompagné par un ingénieur gabonais. Moi, je sais qu'en Chine, c'est ce qu'ils font. Quand les Américains vont là-bas, quand les Américains ou les Européens, les compagnies européennes vont là-bas, ces pays-là exigent qu'il n'y ait pas de problème. Si le directeur est américain, parce que c'est une compagnie américaine, le directeur adjoint doit être chinois. Ce que la Chine demande. Sinon, vous ne venez pas ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez amener de la main-d'œuvre, mais si vous avez un ouvrier chinois, il faudrait aussi qu'il y ait un autre ouvrier, américain. En fait, ce qu'ils veulent, il faut des doublons. Pour que la personne qui est à côté de l'autre là puisse aussi apprendre le métier. Et qu'à un moment donné, on espère que celui qui a appris du chinois va aussi apprendre d'autres Gabonais, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut qu'on commence quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est la responsabilité des États. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'il faut une volonté politique. Il faut que les gens qui nous gouvernent comprennent qu'ils sont là pour servir un peuple et se battre aussi pour le bien-être du peuple. Mais maintenant, la raison pour laquelle on permet à ces multinationales de faire ce qu'ils veulent, c'est parce qu'il y a des pots de vin. C'est ça le problème. Le grain égale les pots de vin. Je vous donne notre contrat de... Quand je te donne les 3... Je fais ce que je veux parce que c'est que tu es voyou. Que dans ton propre pays, tu traites ton propre pays, tu prends l'argent de tous Français, c'est du vol. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc, il faut qu'on en arrête avec ça. Au Gabon, on joue avec l'argent. Et comme a dit mon directeur de campagne, le FMI arrive. Et ça, c'est une certitude. Il est fort possible que notre pays soit sous tutelle. Est-ce que vous le savez? Parce que le Gabon a mal géré son argent. Le Gabon a mal géré son argent, c'est-à-dire que le Gabon a tellement d'argent et c'est tellement mal géré, et que le Gabon est dans le monde, que le FMI et les institutions internationales sont en train de dire que ce qui se passe au Gabon, on risque d'avoir un sérieux problème. Et donc, ils vont commencer à serrer la ceinture. Mais le problème, c'est qu'en serrant la ceinture, c'est le peuple gabonais encore une fois qui va souffrir. C'est pour ça que je n'ai pas peur d'aller à l'Assemblée nationale. Parce que je sais que les verrous vont sauter. Pourquoi ils vont sauter? Parce que c'est naturel. Il faut donner plus de souveraineté aux Gabonais. C'est-à-dire que les Gabonais doivent s'impliquer plus dans le processus, comment dire ça, électoral. Et il doit s'impliquer plus dans la politique de son pays. Et aujourd'hui, on décide trop de choses sans les Gabonais. Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, sera toujours contre nous. Il faut que les Gabonais se réapproprient leur pays. Et s'ils ne se réapproprient leur pays, les gens vont décider pour nous, et ce qu'ils vont décider pour nous ne sera jamais bon pour nous. Et ça commence par le vote
de la rupture ce samedi 27. Merci. Alors, donc, c'est juste pour dire qu'on va prendre les 3 dernières questions, hein, parce qu'on va bientôt libérer la salle. Il faut quand même qu'on va continuer les discussions voilà, en prenant une petite collation. Néanmoins, je voulais revenir 2 minutes sur la question, rapidement, pour compléter celle de Franck, pour dire que Ebouma, effectivement, les Libanais, ils viennent avec des financements, mais ce ne sont pas des financements ex nihilo. Ce sont des financements qui sont, voilà, qu'eux-mêmes ils ont eu à aller prendre auprès des banques de manière générale. Mais le cas des Libanais, on sait très bien comment ils font. Ah, les Libanais, c'est quelqu'un qui détourne à gauche et qui remet à droite, et puis bon, enfin bref. Donc on sait comment ça se passe. Voilà, donc pour ça, la vérité c'est que les Gabonais, en termes de financement, c'est simple. Hein. On crée une banque, il y a une banque qui a été créée, mais bon, qui ne finance pas grand monde, de ce que j'ai compris. Voilà, il y a une banque qui a été créée au Gabon qui ne finance grand monde. Le problème, c'est qu'on ne finance pas. Nos banques ne financent pas. Et même, il y a des personnes ici dans la diaspora, et même peut-être même pas parmi vous. On a eu le cas d'une femme au Canada qui nous a dit qu'elle avait des fonds. Elle avait son argent, elle voulait aller créer un institut de biologie, quelque chose comme ça. Elle avait son argent, mais devant, il y a eu des problèmes de corruption, etc., etc. Et donc, elle a dû abandonner le projet. Ici, dans la diaspora, il y a des personnes qui peuvent lever des millions pour aller investir. Mais qui, parmi nous, va lever des millions pour aller investir au Gabon? On sait comment ça se passe. C'est compliqué, il y a un problème de confiance. Donc, c'est un peu ça. Merci. Excuse-moi, quand tu as dit ça me fait penser à quelque chose aussi. Je crois que c'était la semaine dernière, j'étais en train de discuter avec des compatriotes. Et donc, c'était un Gabonais qui vit ici en France et qui voulait acheter une maison au Gabon. Et donc, il est allé à la banque pour demander donc un prêt. Et la banque lui a dit carrément, hein, dommage pour vous. Il a dit pourquoi? Parce que vous êtes Gabonais. Si vous étiez Sénégalais, on allait vous prêter l'argent. Mais parce que c'est le Gabon, non. Ça veut dire quelque chose. Ça veut donc dire que... Non, non, en France. C'est-à-dire un Gabonais qui vit en France, qui voulait prendre, parce que tu peux, je ne le savais pas, mais apparemment tu peux demander, si tu travailles en France, bien entendu, donc ils connaissent ton salaire, que tu peux investir dans n'importe où dans le monde, parce qu'ils savent où ils vont attraper leur argent, puisque tu travailles ici. Okay? Mais le problème, c'est que la banque a dit, dommage, parce que c'est le Gabon. Mais si c'était le Sénégal, on allait débloquer les fonds. Ça veut donc dire que dans notre pays, il y a un sérieux problème avec l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc cela doit changer. Merci. Bonsoir tout le monde. D'abord, merci aux candidats d'être venus nous voir ici à Bordeaux. Et effectivement, au début de votre propos, vous avez dit que vous êtes cohérent depuis 2009, et honnêtement, je voulais souligner cet aspect-là, parce qu'on a quand même 26 candidats, députés pour la diaspora, 26 candidats. Je ne sais pas s'il y a d'autres circonscriptions au Gabon qui ont autant de candidats. Tout le monde veut être député de la diaspora, 26. Mais c'est vrai qu'en termes de parcours politique, en termes de cohérence politique, honnêtement, je pense que vous êtes le candidat le plus cohérent. Ça, il ne faut pas vous l'enlever. Au moins ça, on doit vous donner ce mérite-là, et je voulais le souligner, et c'était très important de le dire parce que vous n'avez jamais trahi vos convictions et vous n'avez jamais corrompu vos idées. Donc voilà. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, parce que à partir de samedi, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà. Mais ma question, effectivement, portait sur l'accès à la propriété. L'accès à la propriété des Gabonais qui sont à l'étranger, parce que c'est un parcours du combattant. Nous qui travaillons ici en France depuis bientôt des années, qui avons décidé d'investir sur nous-mêmes et d'accéder à la propriété au Gabon, nous que nos parents n'ont pas laissé les terrains, et voilà, et on aimerait bien justement acheter des terrains, acheter des maisons. Bon, on entend le président venu ici, nous a dit il y a des mécanismes, il y a plein de choses. Je vous avoue que j'ai essayé ces mécanismes-là, ça ne marche pas. Les documents qu'on vous demande, généralement, ce sont des documents lorsque vous êtes sur le territoire gabonais et non sur le territoire français. Rien n'est adapté. Et vous allez quelque part, on vous envoie ailleurs, vous allez ailleurs, on vous envoie... Voilà. Donc, c'est pour ça que ma question, elle est très simple. Concrètement, parce que je vois que vous maîtrisez parfaitement votre sujet, on sent que vous êtes dedans depuis 2009 et depuis bien longtemps, depuis votre jeunesse. Ça, c'est bien beau, mais concrètement, moi, demain,
je me lève, j'ai envie d'acheter un terrain pour construire ma maison. Je n'ai confiance en personne au Gabon, parce que nous-mêmes, nous sommes tous là, on a tous eu déjà ce genre d'expérience, on sait comment ça se passe. Tu vas envoyer 5 000 €, on va te bouffer 4 800 €. À partir de, je pense, dans 3 semaines, puisqu'il y a 2 tours, en tout cas si vous remportez au premier tour, mais dans 3 semaines, qu'est-ce que vous allez faire pour moi qui souhaite commencer à construire la maison avec le peu d'économie? Merci. Est-ce que vous permettez que je puisse compléter en fait, parce que c'est ce que j'allais poser comme question. Après, je prends. Alors, on va prendre les 3 questions et puis on va y aller. Parce que vraiment, on est Ah, c'est vrai. On prend je vais être rapide. Je reviens effectivement sur ce que David disait par rapport voilà, au fait de projet immobilier en fait au Gabon. C'est complètement difficile aujourd'hui dans le sens où en fait le président avait mis en place un Gabonais, un terrain. Mais vraiment pour accéder à ces terrains-là, c'est extrêmement difficile. Même moi, j'ai entamé des démarches en fait, mais voilà, rien n'a donné. Et même j'ai réussi à trouver, on va dire, une entreprise gabonaise, je ne sais pas si vous connaissez Trianon Homes, mais les prix des maisons, c'est... Pour un Gabonais lambda, et même pour un Gabonais qui vient à la diaspora, en fait, pour pouvoir financer, ça on va te demander, je ne sais pas combien de... trouve cet argent concrètement, en fait. Moi, j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, il y avait par exemple des programmes qui avaient été... Et concrètement, aujourd'hui, nous qui voudrions rentrer dans quelques années, qu'est-ce qu'il y aura pour nous? Quels sont les programmes qui pourront être mis en place pour nous aider à préfinancer, à financer en fait justement notre retour au pays? Alors, excusez-moi, vraiment, il nous reste à peine 10 minutes. Non, mais dans 10 minutes, on va nous chasser. Donc, ce que je propose, c'est quoi? C'est que qu'on commence effectivement à s'acheminer vers le petit cocktail qui a été prévu. Bon, ma question, c'était par rapport à... j'ai appris qu'il y avait des accords entre le Gabon et la France concernant le permis de travail. Et je me rends compte qu'ici, maintenant, tout a complètement changé. Lorsque tu trouves un travail, il faut forcément que tu aies un permis pour pouvoir travailler. Est-ce que vous allez revoir encore tous ces accords-là parce qu'on ne comprend plus rien? L'Algérie a toujours gardé ce même permis, mais nous, Gabonais, non, pas du tout. Oui, ce traité-là existe, mais ce traité-là existe pour les étudiants. C'est-à-dire qu'un étudiant gabonais, automatiquement, a le droit de travailler ici en France. Et un étudiant gabonais qui travaille ici en France et qui, par exemple, pour X ou Y raison, perd son boulot, il a droit au chômage ici en France. Il n'y a pas beaucoup d'Africains qui ont la possibilité de faire ça. Mais nous, les Gabonais, on a la possibilité de le faire. Mais beaucoup de Gabonais ne le savent pas. Okay? Donc, il y a aussi, il faut que l'on... c'est pour ça que dans mon programme, je veux avoir un guichet. C'est-à-dire un guichet et un endroit où les Gabonais peuvent aller et avoir des informations. Parce qu'on a un sérieux problème d'intégration. Beaucoup de Gabonais vont dans des pays étrangers et ils ne savent pas les démarches de ce pays. Et je pense que c'est aussi la responsabilité de l'État de mettre ces informations-là à la disposition des Gabonais. Par exemple, quand on vient ici, au bout de 2 mois, je crois, il faut transformer ton visa en titre de séjour. Si tu ne le fais pas, tu perds ton visa et tu perds ton statut. Donc vraiment, il faut que l'on se batte. Bon, alors pour l'acquisition, c'est l'acquisition de logement. Le logement. Voilà, c'est la dernière question et on va y aller. Ok, donc pour l'acquisition de logement, comme j'ai dit, j'ai donné l'exemple tout à l'heure qu'il y a un Gabonais qui voulait acheter une maison avec des fonds français. Et la France lui a dit, si c'était le Sénégal, pas de problème, mais parce que c'est le Gabon. Ça veut donc dire qu'au Gabon, on a un sérieux problème avec l'argent. C'est-à-dire qu'on ne nous fait plus confiance avec l'argent. Donc, moi, en tant que député, puisque vous me posez la question, c'est de faire des audits. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on allait faire un certain nombre de choses pour les Gabonais. Pourquoi ces choses-là ne fonctionnent pas?
Donc les personnes qui sont responsables de ce service-là devront s'expliquer pour moi devant l'Assemblée nationale. Et ce que je veux aussi créer une chaîne parlementaire où les Gabonais ont la possibilité de voir leurs députés, c'est-à-dire débattre. Et donc ça leur permettra de voir quels sont les députés qui sont pour le peuple et qui votent les choses pour le peuple et ceux qui ne votent pas pour le peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je n'ai pas l'autorisation? Ils vont refuser. Mais je vais me battre pour cela. C'est-à-dire que je vous ai dit que je suis le député de la rupture. Donc, c'est-à-dire que je vais me battre pour cela. Et comme je vous le dis, le Gabon va être bientôt sur tutelle. C'est-à-dire qu'il y aura une pression internationale parce que le Gabon a mal géré ses fonds. Merci. Puisque tu as le projet de faire en sorte que les Gabonais puissent créer leur compte bancaire depuis la France, qu'on puisse créer le compte bancaire, je pense que c'est peut-être un élément qui pourrait éventuellement permettre à ce qu'on puisse accéder un peu plus facilement. On peut créer son compte. Non. Vous pouvez créer. Attendez, je vais répondre. Oui, tu peux créer ton compte, sauf qu'à la fin, il te demande de déposer 1 000 €. Maintenant, mais ce que je voulais dire comme je disais, le Gabon risque d'être sur tutelle. Ce qui veut donc dire que la tutelle internationale va commencer à serrer. Et donc, le gouvernement devra faire des concessions. Je vais en profiter pour leur dire, écoutez, déjà, on vous accule à l'international. Vous voulez ici aussi que dans la maison du peuple, on vous accule. Et puis moi, je compte aussi sur le peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je ne dis pas que ce que je veux, c'est que les Gabonais fassent comme les jeunes qui ont fait au Népal. C'est pas ce que je suis en train. Il ne faut pas dire que voilà, j'obtiens la vie que la jeunesse va se lever et puis renverser. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut que nos gouvernements ou le gouvernement commence à craindre le Gabonais. Parce qu'en ce moment, nous sommes trop dociles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que le Gabon, c'est aussi notre pays. C'est aussi notre pays. Et donc, il n'est pas normal que l'on nous marginalise, qu'on nous piétine, que l'on nous chosifie. Comme dirait un autre compatriote de l'époque, Kamonyondo, qu'on nous zombifie. C'est pas normal. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on ait un sursaut patriotique et que, ensemble, parce que si vous le faites seul, on va vous broyer, ça c'est sûr. On va vous broyer. Mais ensemble, on peut être une force. Oui. Parce qu'il n'y a rien qui peut arrêter un peuple souverain. Je suis désolé, hein. Aux États-Unis, il y a eu aussi beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. On connaît tous l'histoire, les Noirs américains ont souffert. Il y a eu les Malcolm X, ils se sont levés. Et je suis désolé, les Noirs américains ne représentent que 15% de la population américaine. Donc ils sont en minorité. Mais malgré ça, ils ont dit que l'échelle là que vous avez, là, on ne veut plus. Vous pouvez monter. Sont tombées. Donc à un moment donné, il faut que les Gabonais disent attention, c'est notre pays, c'est notre argent, c'est notre pétrole, c'est notre bois, etc. On ne peut pas continuer à vivre comme vous nous forcez de vivre. Que ce qu'on demande à l'État, c'est de prendre ses responsabilités. Ouais. Moi, en tant que député, je me battrai pour vous. Mais je vous dis la vérité, hein. Si vous m'abandonnez, on va me broyer. On va me broyer, parce que je suis tout seul. Mais si vous êtes là, je pourrais dire, écoutez, avant de me faire du mal, de me broyer là, à Bordeaux, il y a des gens qui m'ont dit de faire ça. À Rennes, aux États-Unis, en Chine, en Corée, voilà, il y a des Gabonais qui m'ont donné de faire ça. Et en plus, il y a des Gabonais même au Gabon qui veulent ça. Donc avant de me broyer, réfléchissez. Mais maintenant, si je leur dis ça, et puis que je demande aux gens, derrière moi, il n'y a personne, ils vont dire que regarde, Jordan est en train de parler, les Gabonais même ne sont pas derrière lui. Et ils vont me broyer. Et donc c'est ça. Si réellement on veut que les choses changent, il faut que le peuple aussi s'exprime et dise ce qu'il propose, c'est bon pour nous. Et donc, nous voulons et nous demandons que le gouvernement nous traite d'une meilleure manière. Si on ne le fait pas, on ne s'en sortira pas. Nos enfants auront le même discours. Il y aura encore un autre petit Franck Jordan qui va venir devant des petits vous pour dire la même chose que je suis en train de dire. Mais il faut que les choses changent. Il faut la rupture. Et la rupture ne se fait pas seule. Elle se fait avec des hommes et des femmes qui sont courageux et qui défient ce qui est établi. Très bien.
des billets qui pourront être proposés à ce moment-là. Mais il y a déjà des programmes immobiliers au Gabon. Oui, pour la diaspora. Oui, il y a déjà des programmes immobiliers. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Et donc, on devrait forcer le gouvernement c'est-à-dire à faire ce qui est juste, à appliquer la loi. Parce qu'il y a des systèmes. Madame Joctan, vous pouvez parler. Oui, moi, par exemple, j'ai acheté une maison à la CDC. Et il me prélevait depuis mon compte à Bordeaux. Sauf qu'il y a eu, l'argent a été détourné. Le projet, voilà, et là, je suis en train de le faire rembourser. Et je ne suis pas la seule. Donc, il y a des programmes qui existent. Là, au niveau de la SNIL, moi, j'ai beaucoup de Gabonais qui ont acheté à la SNIL qui sont prélevés ici, via la BNP. Mais le problème, c'est que parfois, beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Et au niveau de la CDC, c'était des maisons clés en main, prêtes à décorer. C'était 25 millions, 3 chambres. Non, si. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle a pris le dossier, je l'ai complété et il me prélevait ici. Après, ce que je veux dire... Il me prélevait ici. Donc, on avait 200 pour payer l'apport. C'est un programme... Gabonais qui a dit qu'il ne pouvait pas emprunter. Non, ça c'est deux choses différentes. Là, on parle d'un Gabonais en fait qui voulait emprunter 40 000 euros. De risque, on ne va pas vous prêter. Mais là, l'argent a été détourné. Même qu'on nous rembourse. Parce que là, on m'a appelé même aujourd'hui pour dire que mon chèque est prêt. C'est la chance que j'ai faite. Donc les programmes existent. Le chèque est prêt. On parle de Juste une seconde. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut des enquêtes. C'est aussi le rôle du député. Le rôle du député, c'est d'enquêter des choses comme ça là. C'est-à-dire que pourquoi, par exemple, les Gabonais de la diaspora investissent, ils mettent de l'argent de côté et que le truc est détourné. Qui a détourné? Parce que la personne qui a détourné doit soit rembourser ou aller en prison. Et le problème au Gabon, c'est qu'il y a beaucoup de crimes de la rupture. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais savoir, une fois élu, quelles sont les lois principales que vous allez proposer à l'Assemblée nationale? Les premières, merci. Ah, ça, Déjà, une autre encore. Attendez, si vous posez beaucoup de questions en même temps, je risque d'oublier sa question. Donc, juste après elle, ok. Je n'ai plus 30 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, quelle est la loi? Il y a beaucoup, la loi qui me vient en tête plutôt, en ce moment, c'est, par exemple, je veux que ça devienne criminel. Il faut qu'on inclue un budget pour la bourse. C'est-à-dire que pour moi, il est inconcevable, ça c'est rapide pour régler les droits, il est inconcevable qu'on envoie des enfants du Gabon à l'étranger et qu'on ne paye pas leur bourse. C'est leur seul revenu. Pour moi, c'est criminel. Et je veux donc, dès qu'on fait le budget du Gabon, que l'on met déjà de côté aussi de l'argent pour les étudiants pour l'année, pour que les étudiants, plus jamais, leur bourse ne soit pas payée. Voilà, c'est ce que je veux. Ça, c'est la première loi qui me voit en tête. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de scandales financiers au Gabon. Il faut une loi qui fait peur quand quelqu'un veut détourner de l'argent 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que détourner de l'argent au Gabon, même si on le dit de la bouche, que c'est un crime, il faut un mécanisme qui nous permet de punir les gens qui détournent de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Le pays ne peut pas avancer quand on fait ça. Parce que quand vous détournez de l'argent, vous empêchez à un Gabonais de s'éduquer, vous empêchez à un Gabonais de se soigner, vous empêchez à un Gabonais de s'épanouir. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème du Gabon aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de transparence, point de vue finance. Et moi, je pense qu'en tant que député, les députés devraient appeler le gouvernement. Et quelquefois, quand ce n'est pas clair, quand c'est opaque, le gouvernement doit s'expliquer. Pas en cachette avec les députés. Cela doit être télévisé. Les Gabonais ont besoin de savoir ce qui se passe. Parce que vous payez des impôts, okay, vous soutenez un gouvernement, vous avez besoin de savoir si le gouvernement travaille pour vous. Et il travaille bien pour vous. Donc, voilà quelques lois qui me viennent en tête.
Moi, je ne suis pas juriste. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que je suis élu député, je vais m'entourer des juristes les plus brillants de notre pays pour pouvoir penser comment on peut, c'est-à-dire corriger certaines choses, protéger les intérêts du peuple gabonais et protéger les intérêts du Gabon. Moi, c'est ce qui me motive. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Souvent, on observe les candidats proches de la population pendant les élections, et puis après, on n'a plus accès à eux pour pouvoir, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être proposer des lois, parce que vous êtes nos représentants auprès de l'Assemblée nationale. Votre siège est étendu sur plusieurs continents. Comment est-ce que vous comptez garder le contact avec tous vos électeurs après le mandat? C'est une très bonne question. Comme j'ai dit, si je veux réussir, c'est dans mon intérêt de rester en contact avec vous, parce que vous êtes ma force. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vous abandonne, je serai livré. Ouais. Si je vous abandonne et je me livre, je serai broyé. Donc c'est dans mon intérêt d'être en contact avec vous. Et puis c'est aussi dans mon intérêt de vous faire part de mes succès. Vous m'avez dit, il y a tel ou tel problème, à l'Assemblée nationale, nous avons fait telle ou telle chose. Est-ce que vous sentez à vos niveaux l'effet de ce que nous avons établi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le contact qu'on aura. J'ai une, comment dire, c'est pour ça que j'ai utilisé ma suppléante et aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, elle est au Canada. Donc, pour les Amériques, c'est couvert. Maintenant, il faudrait qu'on imagine qu'est-ce qu'on va faire pour les Gabonais qui sont en Asie et aussi en Océanie. Okay? Mais ce qui est certain, c'est que je veux être le genre de député un peu à l'américaine. Ce qui veut dire, j'aurai une page web où vous aurez la possibilité de m'écrire, n'importe quel Gabonais, de m'écrire. Je ne dis pas que je vais lire tous vos messages, parce que sinon je ne pourrais pas vivre, mais il y aura quelqu'un qui sera dédié à lire ces messages-là. Et si ces messages, il y a plusieurs messages qui reviennent, c'est la même problématique, il faudrait qu'on me remonte ce cas-là. Et ce cas-là, il faudrait qu'on le traite. C'est-à-dire que si je ne sais pas moi, il y a 1000 Gabonais qui me parlent de la même chose dans la diaspora, ça veut dire que c'est un problème. Tu vois? Mais maintenant, s'il y a un seul Gabonais qui me parle d'un problème, je ne veux pas dire que je ne vais pas regarder, mais c'est possible que mon staff ne me le remonte pas. Mais s'il y a un problème qui à chaque fois revient, en plus, pas seulement en Europe, mais en Amérique, en Asie, ça veut dire que c'est un réel problème. Donc par conséquent, il faudrait que je l'adresse. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y aura quelqu'un, peut-être pas forcément moi, qui va vous répondre en vous disant que le député de la rupture a vu votre message et qu'il en fera travailler dessus. Merci beaucoup. Alors, bien sûr. Bon, alors, ça va être la dernière question. Ensuite, nous allons laisser le candidat conclure. Donc, la dernière question. Ça va aller? Bon, alors, donc, merci beaucoup, merci. Et donc, maintenant, nous allons laisser le candidat dire son mot de fin. Et après, nous pourrons éventuellement aller partager un petit cocktail. Oui, on continue les échanges là-bas, naturellement. Mais écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour vos questions. Mais ce qui est important, c'est que notre pays, en ce moment, est à la croisée des chemins. La raison pour laquelle j'ai choisi d'être le candidat de la rupture, elle est simple. Elle est très, très, très simple. C'est parce que j'ai peur, quand je vois qu'on veut forcer les Gabonais à penser tous de la même manière. On ne peut pas être tous udélistes. Les udélistes ont le droit d'exister. Je dirais même que les PDGistes ont le droit d'exister. C'est notre choix qui détermine s'ils vont influencer notre vie ou pas. C'est vous, les Gabonais, qui détermine si le PDG a le pouvoir ou pas. Et donc, le peuple gabonais doit donner le pouvoir à celui qui sert ses intérêts. Ceux qui servent leur intérêt, retirez-les leur pouvoir. Comment? En ne votant pas pour eux. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous votez le candidat de l'UDB, vous votez pour la continuité. C'est-à-dire que ce qu'on expérimente maintenant, c'est ce qui va continuer. Maintenant, si vous décidez de voter la rupture, au moins, il y aura une bagarre, il y aura une bataille. Et quand vous avez deux entités qui se battent, il y a un gagnant et il y a un perdant. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que moi, je me base sur
la vérité et je me base sur mon peuple. C'est-à-dire que ma force, c'est vous. Ma force, c'est les Gabonais. Donc, je vais à l'Assemblée nationale pour proposer des choses qui sont bonnes pour le Gabon et qui sont bonnes pour les Gabonais. Normalement, un député UDB devrait accepter ce que je propose, puisque c'est bon pour le pays. Par exemple, si je décide que la loi des finances, on doit inclure la bourse, je suis désolé, quand le gouvernement paye la bourse, les enfants des UBDIS vont en bénéficier, les enfants de l'UPG vont en bénéficier, les enfants du PDG vont en bénéficier, c'est le Gabon qui va en bénéficier. Donc voilà pourquoi moi je veux aller à l'Assemblée nationale, pas pour défendre des idéaux qui me sont proches, qu'à moi, mais plutôt ce qui est bénéfique pour le pays et pour la nation et pour le peuple gabonais. Maintenant, si ceux qui sont en face refusent, il faudra que l'on prenne nos responsabilités. Comme j'ai dit, je viendrai vers vous pour vous dire, j'ai proposé ceci pour le bien, pour notre bien commun. Le président de la République a dit non. Et puis après, on va voir. On va voir si on doit se comporter comme les Népalais, donc les gens du Népal, ou on va voir si on continue à se battre. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je m'en vais parce que je veux protéger l'intérêt de mon pays et l'intérêt du peuple gabonais. Et toute ma vie, c'est ce que je l'ai fait. Depuis 2009, je n'ai pas changé. Ok? Je n'ai pas changé. Et pour ceux qui pensent que peut-être après le 27, peut-être que je vais changer, non, je ne changerai pas. En fait, j'aime cette posture de, comment dire ça, un homme libre, trop libre. Non seulement d'être un homme libre, mais d'être un homme qui, quand il pense oui, il dit oui. Je ne veux pas être un homme qui pense oui, et parce que, à cause du conabilisme, il dit non. Je ne suis pas ce genre d'homme-là. Donc voilà, il faut que ça soit clair. Ok, bien sûr. Écoutez, il y a des collations, vraiment, sentez-vous. Je serai parmi vous, donc je peux me parler en ce moment. Merci beaucoup. Donc vous connaissez déjà, hein? Faites déjà votre choix. Donc, on est ensemble. Le député de la diaspora, c'est M. Frank Joktan. Et vous faire un coucou. Le voici. Donc vraiment merci de participer. Je vais me battre pour vos intérêts. Je sais que c'est difficile, mais vous me connaissez depuis 2009-2016 avec Nicolas, nous nous sommes battus pour les intérêts du peuple gabonais et pour les intérêts du Gabon. Et donc je n'ai pas changé, j'ai seulement un peu vieilli, j'ai les cheveux blancs, mais j'aime mon pays et j'aime mon peuple. Et nous allons nous battre afin que les doléances du peuple gabonais puissent être réalisées. Voilà, le voici. Là, c'est notre député de la diaspora. Il est éloquent, c'est ce qu'il dit, il maîtrise son sujet. Et c'est un combattant. Très bien. Voilà, c'est pas un conabiliste. Donc, voilà. Le candidat de la rupture est là. Donc, vous connaissez déjà votre choix. C'est le 27. C'est le 27. Donc, il faut voter pour notre candidat, M. Frank Joktan. Il a tout. Il y a dans la tête. C'est rempli là-bas. Merci beaucoup. Voilà, merci. Hein, on est ensemble.